J'ai tendance à dire que 99% des photographes de mariage sont des personnes qui avaient un autre travail ou une autre envie et qui sont donc des reconvertis. Ce n'était pas leur destination première. Pour mon invitée de cette semaine, c'est différent. Elle a très tôt voulu être photographe. Elle s'est dirigée vers un BTS photo pour ensuite devenir photographe professionnel. Alors comment ça se passe, l'arrivée sur le marché après des années d'études? Est-ce qu'on est vraiment prêt pour affronter le monde réel? C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage, Élise Julliard. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élise Julliard. Et je connais Élise maintenant depuis quelques années. C'est une jeune photographe qui a eu un parcours plus classique que la plupart d'entre nous. Elle a commencé directement par des études de photo, puis elle a débarqué aussi directement dans le milieu pro. D'abord assez timide, elle a réussi à faire son trou dans le milieu lyonnais. Ce qui est pas facile parce qu'on est quand même beaucoup à être à Lyon. Ce que vous avez dû remarquer en écoutant tous les épisodes de ce podcast. Ensemble, nous allons parler de son parcours typique de la société, mais atypique du monde de la photo de mariage. Qu'est-ce qu'on apprend en BTS photo? Quoi faire à la sortie de l'école pour réussir à se dégager un salaire? On parlera également de sa passion pour la photo de paysage et en quoi ça l'aide sur des mariages. On va parler aussi de ses techniques très portées sur l'improvisation et on finira par parler de shooting inspiration. Et avant de poser à Élise ma question habituelle, si vous souhaitez savoir comment shooter des moments vrais, comment réussir à capter des moments vrais, eh bien j'ai une formation entièrement gratuite sur ce sujet. C'est une formation de 7 jours, vous avez le lien d'inscription directement dans la description. Chaque jour, vous recevez une vidéo avec un lien qui vous donnera accès à une vidéo, donc c'est un cours en plus en vidéo, qui se tient sur 7 jours, donc 6 jours de vidéo, puis des exercices à la fin. C'est ta deuxième chance. C'est ma deuxième chance, c'est vrai. Parce qu'on réenregistre une nouvelle fois, enfin on avait juste fait le début et ça marchait plus, donc c'est pour ça que tu es venu dans mon bureau pour pouvoir enregistrer vraiment bien. Donc ça fait bizarre, on a des plans un petit peu bizarres, pas les mêmes que d'habitude, mais on a du bon son. Est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch de photographe? Oui, surtout que maintenant je sais ce que c'est. T'es préparé et tout. Vas-y. Eh bien, voilà, je m'appelle Élise, je suis photographe spécialisée dans le mariage principalement, donc sur Lyon ou plus généralement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, je suis spécialisée, on va dire, sur un aspect plutôt photojournalisme de mariage. Donc, ça veut dire beaucoup de photos prises sur le vif, pas vraiment de mise en scène. Voilà, les choses se passent naturellement et je vais prendre des photos authentiques, quoi. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi une photo authentique? Parce que comme le côté photojournalisme, tout ça, on l'entend énormément, des photos sur le vif, tout ça. Les gens maintenant ne veulent surtout plus de photos posées. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé donc Yann et Catherine Fauché qui sont plus du coup sur le côté, on va dire, posé. Mais on est quand même beaucoup plus à se revendiquer sur le vif, du reportage, tu vois, de tout ça. En plus, là, tu parles bien de photojournalisme. Alors, c'est quoi, du coup, pour toi, une photo authentique et ce photojournalisme? Alors, le côté authentique, je dirais que c'est vraiment, j'interviens pas du tout et que je vais prendre des images de l'événement tel qu'il se produirait, que j'ai pas à influencer l'événement de la journée. Et après, la nuance entre le photojournaliste, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le mot le plus précis que je dirais. Peut-être plus du documentaire aussi de mariage. C'est vrai que j'ai plus de mal à distinguer les deux séparément. Mais pour moi, c'est de capter les événements de la journée, de la manière qu'elles se produiront, sous plusieurs angles, en essayant de faire un lien un petit peu sur tous les événements de la journée et de faire un peu une histoire, entre guillemets, sans mots. Donc ça veut dire que tu n'interviens pas dans la journée, tu n'interviens en rien dans la journée? Non, mis à part sur, on va dire, les photos de couple où j'ai un petit peu plus dirigé, on va dire, naturellement les mariés, ou les photos de groupe s'il y a besoin, pour un petit peu aiguiller aussi. Mais sur le reste de l'événement, non, j'interviens pas. D'accord. Et ça va jusqu'au fait de ne rien bouger? Est-ce que tu fais partie des photographes qui ne bougent absolument rien? Des meubles, des meubles peut-être pas, parce que je te vois pas en train de tout... Déménageuse. J'ai mon entreprise de déménagement qui arrive, là, non, on rechange tout. Non, mais que tu ne changes pas, genre parce que tu sais, il y a différents types de photographes. Moi, je suis un peu entre les deux, mais t'as ceux qui disent non, il faut que ça reste comme ça, c'est le bordel, c'est pas grave, ça reste comme ça, c'est la vie. Et t'as ceux qui vont tout ranger, qui vont tout bouger, non, ça me plaît pas, je le mets de côté et tout ça. Donc toi, t'es plutôt du côté où tu bouges rien? Alors, déjà, avant le mariage, on parle avec les mariés en disant que tout ce
tout ce qui est sur place se verra sur les photos. Donc si eux, ça les dérange, d'essayer de réfléchir un petit peu en amont à ce qu'ils préfèrent ranger ou ce qu'ils préfèrent laisser sur place. Après, naturellement, il y a peut-être des petits objets que je peux un petit peu déplacer, que ce soit des bouteilles d'eau quand on est sur les préparatifs et que sur une table, il y a des bouteilles d'eau ou du sopalin, ce genre de choses un petit peu indésirables. Là, je vais avoir tendance à les décaler, quoi. Okay. Mais après, enlever des meubles ou des décos, non, ça, je le fais pas. C'est plus... Enfin, de mon expérience, c'est quand même plus pendant les préparatifs où là, il peut y avoir... Enfin, tu sais, on a tous vécu la chambre de la mariée complètement en bordel, ou la chambre du marié aussi. Enfin, tu sais, plein de trucs partout, des sacs partout, surtout s'ils venaient de s'installer, ou pire, quand c'était leur chez eux, où c'est un peu le bordel et tout. Donc là, vraiment, tu bouges pas. C'est moi qui vais bouger. Je vais choisir mon angle pour éviter de voir les choses indésirables, ou alors je vais essayer de trouver un autre endroit si c'est vraiment trop compliqué, quoi. D'accord. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois où justement les mariés venaient de s'installer chez eux, donc c'était encore un peu en cours de déménagement. Le carton, tout ça. Voilà, carton, et justement c'était pile la pièce avec le plus de carton où elle voulait se préparer. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai cadré que sur elle, vraiment focus sur la mariée, d'autant plus que les cartons étaient tous d'un côté, mais en face il y avait un miroir, vraiment une porte murale. Facile, quoi. Donc j'ai fait, tu vas te mettre devant la fenêtre et puis tu bouges plus. D'accord. Et c'est comment tu appréhendes le lieu quand, enfin, c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé comme ça sur le podcast. Quand tu arrives sur un lieu, comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu le connais déjà? Est-ce que à part le fait que tu en aies discuté avec les mariés sur ce qu'ils voulaient ou pas voir apparaître sur leurs photos et tout, est-ce que tu as déjà visité les lieux? Est-ce que tu fais un travail de repérage? Est-ce que tu demandes des photos? Enfin, rien de tout ça, non. Justement, il y a des fois des mariés qui me demandent si j'ai besoin de venir en avance. Et moi, je préfère ne pas venir justement et me laisser un petit peu inspirer sur le moment. Et puis je m'adapte en fait à la situation, à la lumière, ce genre de choses, quoi. D'accord. C'est vraiment une volonté de ta part? Ouais. Ok. Comment tu te sentirais? En fait, moi, je fais pareil que toi. D'un, parce que ça m'emmerde en fait d'y aller, parce que ça prend du temps, c'est ça le truc. Et de deux, parce que on sait jamais comment ça va se passer le jour J. Il peut y avoir une lumière différente, il y aura des gens différents, il y aura un agencement qui peut être différent. Toi, donc tu sais pas comment c'est, enfin t'arrives. Et comment ça se passe quand, par exemple, tu arrives imaginons que ce soit des mariés qui se préparent chez les parents et dans la maison familiale, tout ça, comment tu gères ton arrivée? J'arrive, déjà, je me présente un petit peu, je vais voir là où le marié ou les deux, s'ils sont tous les deux sur place. Après, je vais dire bonjour aussi à tous ceux qui sont présents. Et puis, avant de commencer à faire des photos, je vais juste discuter, échanger, prendre un peu la température, voir comment ça se passe. Et puis en fait, des fois, c'est déjà un petit peu en train de commencer, le préparatif. Donc, je vais tout de suite un peu naturellement faire des photos tout en échangeant avec tout le monde. Et puis après, je me déplace en fait au fur et à mesure des photos, quoi. Tu fais un tour ou pas du lieu? Pas forcément, non. Ça dépend en fait de l'espace. Si je vois que c'est très grand, je vais avoir tendance à faire un petit tour avant. Après, si je vois que c'est restreint, en général, quand je fais des photos, je me déplace beaucoup pour tester plusieurs angles. Ok. On va dire que tu es plus sur l'improvisation dans ce cas-là? Tout à fait. 100%, ouais. Comment tu as développé ça? Enfin, c'est quelque chose que tu as ressenti, que tu t'es dit, ok, c'est comme ça, c'est quelque chose par rapport à tes activités de photographe à côté, sur le fait que alors je l'ai dit dans l'intro, mais que tu fais des photos de paysage aussi. Donc là, je suis un peu parti dans plein de choses, mais à mon sens, la photo de paysage, je vais faire le faux naïf. La photo de paysage, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très préparé. Il faut aller à un endroit à telle heure et tout ça. Et donc, je me disais qu'en mariage, tu serais un petit peu pareil. Je me trompe? C'est rigolo parce que moi, en photo de paysage, je prépare rien du tout. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'improvise beaucoup sur du mariage et que les deux sont un peu complémentaires au final. J'improvise parce que c'est ce qui m'attire et c'est ce qui m'inspire le plus. C'est vrai que si j'ai tendance à trop réfléchir, je suis moins dedans, je suis plus concentrée sur de la technique et pas forcément sur l'instant, ce qui se passe, les émotions ou les gens. Et inversement, pour faire le lien avec la photo de paysage, comme tu disais, c'est pareil, on a beau rechercher certains lieux, la météo fait que ça peut complètement changer l'esprit qu'on se faisait du lieu, et puis on va peut-être s'attarder sur autre chose au final. Donc j'ai arrêté un peu d'organiser mes sorties photos de nature parce qu'au final, je préférais être inspirée sur ce qui se passait le jour J. Donc un peu à la même manière que la photo de mariage au final. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'on y va un petit peu au petit bonheur la chance,
C'est en gros, on a de la chance s'il se passe des trucs ou pas. Alors sur le mariage ou sur la photo de nature? Bah, là, c'était plus en réaction à la photo de nature parce que tu vas bouger beaucoup et t'es pas sûr qu'il se passe quelque chose. Après, sur un mariage, normalement, il se passe des choses. Tout le temps, ouais. Normalement. Mais comme en plus, toi, tu ne guides pas, tu regardes ce qui se passe et tu prends les photos sans vraiment agir, comme si t'étais pas là. Bah, en gros, s'il se passe rien, tu peux trop rien prendre en photo. Donc, comment tu gères cette partie-là? Parce que, si on part sur tes photos de paysage, t'as pas peur à chaque fois qu'il se passe rien? Bah, c'est un peu l'inconvénient de la photo de paysage ou de nature, même en général. On pourrait même aller dans l'animalier. C'est qu'il y a beaucoup de sorties où il se passe rien. Et donc, faut accepter, hein, c'est le jeu. Là, encore hier, j'étais en montagne, il faisait grand ciel bleu et c'est pas du tout ce qui m'inspire. Donc, je fais pas de photos de paysage pour le coup. T'as même pas cramé? Parce que j'ai mis la crème solaire. Ah, moi, j'oublie toujours de mettre de la crème solaire quand je pars comme ça. Ouais, c'est bon, maintenant, je me fais plus avoir. M'étonne. Voilà, et puis après, sur le côté mariage, vu qu'il y a des gens, il se passe forcément quelque chose. Ça peut être des regards ou même des fois dans des gestuels, notamment au niveau de la mariée. Des fois, c'est dans la manière de se positionner, avec les mains aussi, il peut se passer des choses. Donc voilà, il se passe toujours quelque chose en mariage pour pas être bredouille, entre guillemets, quoi. Tu te focalises sur quoi? Moi, je te comprends parce que... non, je suis pas comme toi, dans le sens où j'agis. Quand j'ai besoin d'agir, j'agis. Je me limite pas. C'est-à-dire que quand il y a un truc à bouger, je le bouge. Si je suis pas content, je le bouge. Si j'aimerais que les mariés fassent quelque chose, je le dis. C'est plus rare, mais voilà. Et je me permets aussi d'organiser des choses. J'agis en tant qu'invité sur le mariage. Donc je suis là, je suis présent, j'ai une réelle présence. Je suis pas invisible. Sur quoi tu vas te focaliser? Tu parlais des mains, tu parlais de choses comme ça. Quels sont tes ressorts, on va dire, sur lesquels tu sais, il y a potentiellement... c'est là où il se passe vraiment des choses. Moi, je suis très fixée sur l'émotion des interactions entre des gens ou même d'une personne toute seule. Et c'est vrai que ça va être là-dessus où je vais beaucoup me focaliser. Parce que moi, je suis très discrète de nature, j'aime pas trop m'imposer. Donc, c'est pour ça que je vais pas agir pour faire des choses aux gens. Et je vais plutôt chercher la chose qui fait qu'il va se passer quelque chose et que je vais avoir une photo à faire, quoi. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Oui, après, ça peut être quand il y a des enfants, par exemple, le fait qu'ils jouent ensemble, c'est impérativement une photo à faire. C'est limite le plus facile, j'ai envie de dire. J'appelle ça la proie facile. Voilà, c'est ça, c'est le plus facile pour moi, parce qu'ils sont hyper naturels et puis ils ont même pas conscience d'être pris en photo, bien que maintenant, de plus en plus, il y a des enfants qui se figent aussi devant l'appareil photo, mais c'est plus naturel, il y a moins de pression à dire. Ça dépend de l'âge. C'est ça. Plus ils sont jeunes, mieux ça passe. Voilà, exactement. Bien qu'il y ait des jeunes maintenant, ils posent. Ne prenez pas mal ce que je viens de dire. Tu disais? Même maintenant, il y a des jeunes enfants qui ont l'habitude d'être pris en photo avec leur famille. Ils ont tendance à limite se poser devant l'appareil photo, quoi. Mais arrêtez de faire poser vos enfants, bordel de 1. Des fois, ils viennent même me chercher, c'est ça qui est rigolo aussi. Ça m'est arrivé, ouais. Dis, tu fais une photo de moi? C'est pas forcément avec des mots et avec des demandes, mais ils se plantent devant moi et puis ils me regardent, l'air de dire tu peux me prendre en photo, quoi, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. T'imagines si un adulte faisait ça? Ouais, déjà, il me regarderait de haut, mais... mais ouais. En même temps, non, je dis des bêtises. Il y en a qui le font. C'est, tu viens nous prendre en photo? C'est vrai. Après, ça me dérange pas trop qu'on vienne me voir parce que c'est assez spontané au final. C'est pas trop sérieux, entre guillemets. Donc, ça me dérange pas trop qu'on vienne me chercher pour une petite photo. Puis, ça fait plaisir aussi aux gens. Donc, ça me dérange pas trop. Puis, en général, en fait, ils vont avoir envie de leur photo posée. Et puis, moi, en fait, je vais attendre. Je vais dire, c'est bon, j'ai fait ma photo. Et puis, je vais juste attendre qu'ils fassent autre chose pour les prendre en photo naturellement, quoi. Et pour revenir sur le côté émotion, tu parles des interactions, tout ça. Comment tu arrives à gérer, à trouver ces interactions? Est-ce que tu as préparé les choses avant avec tes mariés? Est-ce que c'est vraiment que du ressenti le jour J? Dire, tiens, ces deux personnes-là, il se passe un truc. Comment tu arrives à sentir tout ça? Alors, il y a un petit peu, entre guillemets, de préparation, parce que j'aime bien poser des questions un petit peu sur les liens familiaux ou amicaux, pour avoir un peu une tendance, quoi, de qui sera présent sur le mariage. Et puis un petit peu qui ils sont, ce qu'ils aiment. Ça peut aussi un petit peu aider sur l'interprétation de la journée. Et puis après, sur le jour J, en effet, c'est beaucoup de ressenti. Faut beaucoup d'observation aussi, même avant de faire de la photo.
Enfin, c'est de l'observation dans le viseur, et puis on shoot, et puis après, il va se passer un truc, ou des fois, il se passe rien aussi, mais, mais bon, souvent, il se passe quand même quelque chose, au moins des rires, ou après, ça peut être des câlins, ou même des regards. Il faut l'anticiper. C'est beaucoup d'observation et d'attente aussi, un peu de patience, parce qu'il faut attendre qu'il se passe quelque chose, et puis ne pas se dire, on fait un petit portrait, puis on s'en va, quoi. Ouais. Est-ce que comment t'as acquis tout ça? On va pas se mentir, les workshops ça aide quand même pas mal, ou les formations de manière plus générale, et puis beaucoup d'échanges avec des collègues et des amis aussi maintenant, donc sur le travail des uns et des autres, une lecture de portfolio aussi, comment on pourrait améliorer les choses, puis ça permet de comprendre en fait, d'avoir du recul sur son travail, de dire ah oui là j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps pour avoir l'événement qu'il fallait, quoi. C'est marrant, c'est pas du tout la réponse que je m'attendais à ce que tu dises. Je m'attendais à ce que tu dises, waouh, c'est mes heures de marche en montagne à attendre le moment où j'observais les oiseaux, la météo, tout ça. Et en fait, non, c'est très terre à terre, les formations, les lectures de portfolio. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait tilt quand tu t'es formé, quand tu as eu tes lectures de portfolio et tout? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière? Souvent, il y a, tu sais, un espèce de avant-après. Il y a eu un truc qui a fait que avant on se sentait nul, et maintenant c'est bon, j'ai la clé pour pouvoir accéder à ce que je voulais et tout. Est-ce qu'il y a eu ce moment charnière? Je pense que le fait de prendre du recul sur la formation, alors je dirais pas qu'il y a un avant et un après, il y a un avant, un pendant et un après. Avant, on sait pas trop au final. Pendant, on a l'impression d'être vraiment nul par contre. Et après, on se bouge un petit peu pour faire autre chose, pour sortir un peu de sa zone de confort, essayer aussi de se renouveler, parce que c'est vrai que plus le temps passe et plus on se dit mince, j'ai l'impression de ne pas faire tout le temps la même chose, mais d'avoir un palier entre guillemets. Et c'est vrai, de faire des formations et puis de comprendre un petit peu comment ça se passe et comment faire, ça permet de se dire qu'après, oui, il faut... on comprend que oui, là, il fallait attendre plus longtemps ou se positionner différemment. Parce que là, il y a le côté formation mariage, mais tu as suivi plus de formations que ça, parce que tu as fait une école photo. Oui. C'était d'ailleurs une des raisons du pourquoi je voulais sur ce podcast, puisque toi, tu fais partie des rares personnes qui savaient ce qu'ils voulaient faire et qui ont fait une école photo pour pouvoir y arriver. C'est ça. Parce que la plupart des... j'ai pas les vraies stats, mais je me dis que au moins 98-99% des gens en photographie pro sont des reconvertis. Enfin, des gens qui faisaient autre chose et qui se sont dit, tiens, pourquoi pas. Alors, plus ou moins tard dans leur vie, mais au moins des reconvertis. Toi, non, c'était dès le début. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours? Oui, bien sûr. Merci, c'est très cool. Je t'en prie. C'est quand je me dis, mais est-ce que tu peux... Bah oui, je vais te le donner, mon parcours, ça, on en avait. Non, en fait, je vais rester là. Bon, maintenant, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. Et sinon, qu'est-ce que tu aimes manger? À peu près tout, ça va. Non, que dire? C'est vrai que... même avant de faire des études, et pourquoi j'ai choisi un peu ce parcours de photo, je pense que dans mon enfance, j'ai quand même été pas mal bercée par, on va dire, par la photographie, du fait que mon papa, il adorait me montrer des diapositives de ses randos à lui. Voilà, le parallèle avec la photo de nature aussi. Donc, ses randos, ses voyages. Donc, le fait de déjà avoir ce petit rituel photo diapo, ça m'a un petit peu donné une culture, je dirais, même si elle n'est pas forcément très grande, mais une petite base en tout cas. C'est toujours ça. Et puis après, c'était, après avec les appareils photo, toujours un petit peu l'envie d'y toucher, quoi. Bien qu'avec le numérique, ça soit plus pratique qu'en argentique quand on est jeune. Là, on est vers quel âge pour toi? Jeune, quand même une dizaine d'années, je dirais, quelque chose comme ça. Et ça veut dire c'est quelle tout année? Le début du numérique. Ouh là là. Attends, j'avais quel âge? C'était en quelle année quand j'avais 10-12 ans tu prends ton fin 2000, ouais. D'accord. Quelque chose comme ça, je suis de 94, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, donc si t'avais 10 ans, c'est plutôt 2004. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ok, donc 2004, la deuxième 2006, partie des années 2000. Voilà, c'est ça. Donc un petit peu déjà avoir l'envie de faire des photos à la place des parents quand on part en voyage ou quoi. Papa, tu fais des photos de merde, laisse-moi. Et c'était pas pour les prendre eux en photo d'ailleurs, mais... Et puis après, j'ai eu envie d'avoir mon propre appareil photo, mon propre réflexe, et puis fallait casser la tirelire et puis y aller, entre guillemets. Et j'aurais pu avoir le soutien de mon papa, vu qu'il connaissait un peu les réglages argentiques pour me former, entre guillemets, sur le numérique, mais ça le dépassait un petit peu quand même.
Donc c'est moi c'est qui les mêmes principes, hein. Ouais, mais bon, ça faisait longtemps, et puis il y a quand même plus de fonctionnalités, hein. Lui, il y avait pas d'autofocus à l'époque, hein, donc tu vois, il y a ça aussi. Donc là, c'est un petit peu moins en autodidacte où j'ai commencé à me former par moi-même et en touchant un peu à tous les boutons. Parce que je déteste lire, donc les livres photos, voilà. Quoi, tu n'as pas lu ton manuel ? Non, pas du tout. Et je n'en lirai jamais. C'est un petit peu Mais pourquoi ? mon credo, ça. Ça m'énerve. Je préfère chercher, en fait. Je suis désolé à tous ceux qui écrivent ces manuels. Oui, plates excuses. Et je ne vous lira jamais. Donc voilà, et puis si on en faisait un podcast d'un manuel ? D'un manuel photo ? Ouais. Oh, putain, ce serait drôle. Comment ne pas lire les manuels ? J'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi il fallait lire les manuels, mais ce serait marrant, genre, tu vois, je prends le manuel de mon Z7 II et puis je le lis en podcast. Je suis pas sûre que t'aies beaucoup d'audience, mais... Bah, des fois, ça fait chier de lire. Donc, si t'as quelqu'un qui te le lit pour toi, ça peut... en l'écoutant, ouais, c'est vrai. Pendant que tu travailles, peut-être que... Il y a un truc, Je suis pas sûr que ça servirait vraiment. Non. Mais... Donc bref, moi, j'en lis pas du tout. Je touche à tout, je touche à tous les boutons, et en fait, c'est comme ça un petit peu que je me suis formée, entre guillemets, hein, en touchant à tout et voyant ce qui se passe. Okay. Et puis finalement, ça m'a bien plu de voir ce qui se passait, et donc j'ai voulu aller plus loin en me formant en études, là, pour le coup. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a vraiment plu ? Est-ce qu'il y a un truc particulier dans... Avant que je sois en formation ? Ouais, quand tu touchais un petit peu à tous les boutons, quand tu essayais plein de trucs, il y a un truc qui t'a... Ouais, les variations de lumière, hein, parce que moi, c'est vrai que je m'étais dit, si j'achète un réflexe, c'est pas pour être en automatique, donc on commence avec les programmes de priorité, vitesse ou ouverture, et puis après on essaye avec le M, là, le manuel, qu'est-ce qui se passe, puis de voir en fait que l'influence des réglages ça pouvait avoir sur la lumière ou bien sur le rendu esthétique de l'image, ça m'a... Ouais, je trouvais ça à la fois technique, parce que c'est quand même technique, mais hyper intéressant, parce que c'est jamais pareil, quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a plu, alors que maintenant, ce serait plus axé sur l'émotion et de capter des choses, quoi, mais à l'époque, c'était ça. Après, il faut peut-être passer par là aussi. Ça, c'est un débat qu'on a souvent, que j'ai souvent, du coup, avec les gens, puisque aussi, l'émotion, je trouve le mot maintenant est un peu galvaudé. Le truc, c'est qu'on met de l'émotion à tout bout de champ, comme on met du photojournalisme à tout bout de champ, au mariage, tu vois, tout ce genre de choses. Mais pour moi, oui, évidemment, ce qu'il y a derrière est très important, l'émotion, tout ça, mais je pense que le mot maintenant est galvaudé. Est-ce qu'on a besoin vraiment de comprendre la technique avant, tu vois, est-ce que toi, donc avant que tu passes en école, est-ce que tu avais un œil déjà ? Est-ce que avec le recul que tu as maintenant, est-ce qu'on pouvait dire que tu avais déjà un œil et que tu allais apprendre de la technique pour pouvoir faire ce que tu voulais, ou tu as eu besoin d'apprendre la technique pour après développer ton œil ? Je sais pas si moi-même je pourrais répondre à cette question. Est-ce que quand tu regardes tes photos d'avant, t'es encore... Ouais, il y a encore des photos d'avant que j'adore, hein, pas forcément parce que je les trouve belles ou techniques, mais peut-être parce qu'elles me parle, elle me raconte un moment, et puis je me dis ça va, c'était pas trop pourri, quoi, mais bon, ce serait peut-être pas sur la majorité des images, mais non, c'est vrai que ouais, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, et justement, si j'ai choisi la formation que j'ai faite, c'était pour aller plus loin en technique, parce que pour moi la technique c'est hyper important dans la photo. Je sais qu'il n'y a pas forcément des pros techniques, mais pour moi il faut connaître la technique pour pouvoir arriver à ce qu'on veut faire derrière, côté artistique entre guillemets, quoi. Donc là, on peut dire que tu connais ton boîtier à fond ? Bon, il y a toujours des choses à découvrir, mais ouais, principalement, je le connais. Et quand même moi, je fais des petits stages pour ceux qui veulent s'initier à la photo, j'ai eu des clients qui m'envoyaient leur manuel et je leur disais, désolé, je l'ai pas lu, on va faire ça en direct, quoi. Et puis quand je cherchais leur réglage, je bidouillais 5 minutes sur leur appareil photo pour trouver où c'était, quoi. Et ouais, du coup, faut connaître, quoi. Ok. Donc, est-ce que tu te considérais comme une photographe technique ? Ouais, je dirais que ouais, plutôt technique, ouais. D'accord. Ok. C'est marrant pour quelqu'un qui, du coup, parle d'émotions et tout ça, et de se dire, ok, je suis photographe technique. Je suis technique dans le réglage, mais peut-être pas forcément dans la compo. D'accord. Ok. Donc, technique boîtier, ouais, mais pas de technique règle de composition. Ouais, ça, je suis plus au feeling. Ok. Donc, là, on était à la période où tu touchais à tout, que tu as appris la technique, tout ça et donc tout, là, et tu t'es dit... c'était 2008-2010, à peu près. Là où j'ai commencé un peu à bidouiller le boîtier. Parce que là, 2010, tu avais 16 ans. Ouais, c'est ça. Donc, tu arrivais à ton bac, pas très loin, dans 2 ans. Ouais, je rentre au lycée. 18 ans, le bac. Oui, je sais pas, moi, j'ai fait fin d'année, donc c'était 17 ans pour moi. Donc, à 16 ans, j'étais déjà en... Ah, t'étais déjà en terminale ? Non, non.
Si, bah Ok. si. À 16 ans, j'étais en terminale, puisque je suis de fin d'année. D'accord, Donc, ouais. je suis passé à 17 en décembre, et donc j'ai eu mon bac à 17 ans et demi. Ok. J'ai pas passé de classe ou autre, hein, c'est juste Ouais. l'année qui fait que, quoi. Non, mais je vois. Du coup, je vais peut-être revenir un peu avant le bac, parce que moi, c'est dès la fin du collège où il faut commencer un peu à avoir une orientation pro. Hein. Alors, C'est j'espère un que vous bien grand suivez, mot. parce que là, on est revenu au début du collège. Non, fin du collège. À fin du collège, Brevet, d'accord. c'est le 3e, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était plus, entre 2008 et 2010 à peu près, j'ai plus exactement les dates, mais où il faut commencer un peu à réfléchir à son orientation pro. Hein, maintenant, on en rigole, hein, mais c'était très sérieux à l'époque. Bah, je pense que c'est toujours très sérieux Ouais, pour je les, pense quand même, pour les aiguiller un gamins. petit peu, ouais. Et donc là, il fallait quand même réfléchir, entre guillemets, à un métier pour pouvoir s'orienter au niveau du lycée. Et donc, moi, je me suis dit, ok, je me lance en photo, quoi. Donc, je savais que j'étais plus attirée par le côté technique. Donc, je m'étais déjà orientée sur la formation photo que je voulais faire, donc à savoir un BTS, Ok. donc brevet de technicien, quoi, donc très très axé technique. Donc Et, ça, c'est le BTS, c'est avant le bac. Non, c'est C'est après après, le bac. justement. Donc, du Je suis coup, paumé avec tous ces trucs-là. ouais, moi. c'est bac plus 2, un brevet. Ok. Donc, du coup, vu que je voulais Quoi, le cette brevet, c'est formation... bac plus 2 Ouais, brevet Mais non, le BTS. brevet, c'est en 3e. Brevet de technicien Non, mais je supérieur. Il m'embrouille. Le mec, il veut dire... Donc, En fait, ce qui est marrant, c'est que Élise est quand même un petit peu tremblante, vous le voyez un petit peu sur les vidéos, et j'aime bien la taquiner là un petit peu ouais, plus. je vois ça, ouais. Me déstabiliser davantage. C'est ça qui est drôle, parce que en te déstabilisant bien, je vais pouvoir avoir certains mots, certaines Ouais, t'es choses plus tard. un peu psychopathe, non? Ça, et encore, c'est le mot gentil, généralement. Bon, bah ça va. Serial killer, moi. Mais Ok, je note. Bref, on en était où? on en était à si. fin de 3e. Ouais, orientation. Ton orientation, voilà. Voilà, donc vu que je savais que je voulais faire un BTS, et comment y accéder à ce BTS, il fallait privilégier quand même une orientation scientifique au niveau du bac. Donc c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je fasse une terminale scientifique, quoi. Donc lycée général, orientation S, et tout le tintouin, quoi. D'accord, oui, il n'y avait pas d'autres... il sélectionne surtout ce cursus, quoi. Ok. Et après, il y a un petit peu de cursus autres, mais c'est vrai que la majorité sont des gens issus du scientifique. C'est marrant parce que tu pourrais te dire que photographie étant un art, le côté littéraire aurait pu plus passer quoi, que le côté scientifique. Alors peut-être pour d'autres formations, mais pour le BTS, par contre, c'était quand même demandé au niveau des cours, du contenu des cours, c'était très axé scientifique, quoi. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, beaucoup de conseillers d'orientation m'ont dit, mais il faut faire L. Manque de peau, j'aime pas du tout le côté littéraire, hein, vu que je ne lis pas les manuels. et j'étais plutôt côté scientifique, donc c'est vrai que je me suis aussi naturellement plus penchée sur ce genre de formation, quoi. Ok. Donc voilà, bac S, option physique-chimie pour tout ce qui est lentilles, études de la lumière. Waouh. Voilà, c'est barbant, hein, mais c'est pas mathématique, donc c'est déjà un peu plus facile. Non, mais moi, je veux juste faire des photos. C'est ça. Ouais, mais il faut comprendre ce qui se passe. Ça pourrait être tout le thème d'un podcast. Est-ce qu'on est obligé de comprendre? Est-ce que tu es obligé de comprendre ce qu'il y a dans ton moteur pour pouvoir conduire ta voiture? Pour l'entretenir, peut-être. Oui, pour l'entretenir. Mais est-ce que tu es obligé? Tu peux très bien conduire une voiture sans comprendre ce qui se passe dedans, quoi. Mais il faut quand même avoir la technique pour conduire, quand même. Oui, mais après, tu peux aussi utiliser un ordinateur sans savoir comment est composé un ordinateur. C'est vrai, ça me parle plus, par contre. Mais moi, c'était plus parce que ça m'intéressait. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien savoir ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça aussi. Ok. Petit côté, curieux, entre guillemets, quoi. Un petit côté garçon manqué? Peut-être. J'aime bien, c'est maintenant, je vais me faire haïr de plein de nanas parce que j'ai dit ça. Moi, je l'accepte, tu vois. Le côté on a technique, tous notre part masculine. c'est pour les mecs, et le côté émotion, c'est pour les nanas. Peut-être aussi, hein. Non. Mais c'est drôle, en fait, parce que ce discours-là, c'est vrai que je l'entends plus chez les mecs que chez les filles. Alors que la plupart des filles que j'ai pu rencontrer en photo et tout ça, c'est plus vraiment côté émotion, côté je m'en fous de mon boîtier et tout ça. Et du coup, c'est cool d'avoir aussi ce discours-là parce que ça montre que, il y a filles ou mecs, on s'en fout, en fait. Ça dépend de notre approche du métier, quoi, c'est tout. Ouais, puis ce qui nous plaît aussi, quoi, au final. Totalement. Donc ouais, moi j'aime bien toucher à tout. Tous les réglages. Et puis du coup, après le bac, j'ai été acceptée du coup en BTS. Donc 2 ans de formation purement photo, hyper basée sur le technique, quoi, pour le coup. D'accord. On apprend quoi, alors? Beaucoup de choses, pas forcément qui sont utiles au quotidien, mais intéressantes néanmoins. Donc tout ce qui va être technique, boîtier, technique flash, lumière. Donc ça peut être juste en prise de vue, mais vraiment en partie technique, de quoi est composé un appareil photo, de quoi est composé un flash, les ordinateurs, on allait jusque-là.
Donc après, il y avait aussi de la prise de vue, forcément. Très intéressant, hein, c'est le plus intéressant. La partie retouche aussi. Laboratoire argentique. Nous, dans notre école, on a de la chance, on avait et du laboratoire couleur et du laboratoire noir et blanc, donc argentique. Ça t'a vraiment servi ? Ouais, la partie ouais, c'était quand même hyper intéressant de faire cette partie argentique pour comprendre la partie numérique et développement en papier au final. Enfin, la finalité d'une photo numérique, elle est à être sur papier, quoi. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas. Comprendre comment on retravaille une photo numérique pour que ça soit pas n'importe quoi sur le tirage papier, quoi. Et t'as vu les liens entre l'argentique, entre le développement argentique et le développement numérique ? Ouais, et puis même sur comment est né Photoshop au final, parce qu'il s'est pas inventé avec quelqu'un qui s'est dit tiens si on retouchait des photos quand même. Donc ça, il y a quand même eu des petites notions en argentique déjà à ce niveau-là, quoi. Donc ça c'était hyper intéressant. Après on avait de la physique, hein, forcément, lentilles, études de la lumière. On a même calculé la profondeur du champ, enfin des trucs qu'on n'utilise absolument pas aujourd'hui. Donc, hein, donc maintenant tu sais faire une hyperfocale ? Non, je l'ai su faire quand j'étais étudiante, mais plus aujourd'hui. Quoi, tu te tapes 2 années d'études comme ça et tu ne sais même plus faire une hyperfocale ? Je me rappelle même pas de la formule. Je crois qu'il y a des applis pour ça maintenant. C'est possible, ouais. Mais non, c'était super intéressant. On avait un truc que personne ne connaît, je pense, c'est de la sensitométrie. Ouais, alors si Sensitométrie. Ouais. Alors, métrie, donc c'est mesurer. Sensito, donc sensibilité. Ouais, il y a de l'idée. Sensibilité de quoi ? Ça va pas être sensibilité de la lumière, je pense. Sensibilité de la pellicule, sensibilité du capteur. Alors, c'est assez flou, hein, mais pour moi, ce serait l'étude de la lumière, en fait. L'étude de la lumière, carrément. Ok. Voilà, c'était, par exemple, n'importe quel objet renvoie de la lumière. Fallait le mesurer et compagnie. Ok. Ouais. Ah ouais. Donc, t'es quoi avec le posemètre ? Il y avait le posemètre. Enfin, après, il y avait des formules, hein, c'est pareil, là, c'était vraiment le côté très technique, quoi. Et ça te sert maintenant ? Est-ce que non. je pourrais penser avec ce que tu dis que tu pourrais arriver dans un endroit et savoir que là, il faut que tu te mettes à tel réglage et t'es bon ? Alors, pas forcément tel réglage, mais par contre, ça nous permet de se dire, attention, par exemple, un objet noir ou un environnement très sombre, forcément renvoie moins de lumière, donc on sait qu'on aura besoin de régler d'une certaine manière son appareil photo pour avoir une quantité de lumière suffisante. Ouais, excuse-moi, faut pas 2 ans d'études pour savoir ça. Non, c'est sûr, mais ça permet aussi de... Enfin, c'est technique, hein, c'est sûr. Et dans la pratique, je sais pas comment on le mettra en œuvre, mais ça permet de comprendre pas mal de choses, quoi. Après, ça allait même sur tout ce qui va être aussi les interférences de lumière en fonction des surfaces, hein, que ce soit une vitre, que ce soit un prisme, que ce soit une table, pas mal de choses, quoi. Alors ça peut paraître comme si je me moque et tout, mais je me moque pas. En fait, je sais que moi j'aurais jamais pu passer par là. C'est trop technique. Je pense que ça m'aurait dégoûté de la photo, à mon avis. En fait, en te posant ces questions-là, j'ai envie de savoir à quel point ça peut nous servir dans notre métier de maintenant. Ouais, alors pardon, excuse-moi. Parce que c'est apprendre des techniques. C'est pour ça que chaque fois je te demande si ça te sert maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui fait maintenant partie de ton bagage et qui te permet plus facilement de faire des photos maintenant, d'être passé par là ? Ou est-ce qu'au final, c'est comme moi quand j'ai passé mon QCM de drone, où au final, dès que j'avais eu mon théorique de drone, je savais plus les 4/5 des réponses, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Forcément, on va dire tout le bagage technique que j'ai eu pendant 2 ans, ça m'a un petit peu formé. C'est devenu un automatisme en fait sur des choses, sur tout ce qui va être prise de vue. Et labo, la retouche, quoi, principalement, c'est là les 2 choses que j'utilise le plus. Et puis c'est tellement, entre guillemets, dans la tête ou dans les réglages que c'est automatique, quoi. C'est vrai que ce serait difficile à l'expliquer, voir si, au final, sans cette formation, j'aurais pu en arriver là. Voilà, je pense qu'on peut pas le savoir, mais ça m'a permis de comprendre pourquoi les réglages et pourquoi ci, pourquoi ça, quoi. Après, il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que tu sortais du bac, donc tu avais 18 ans, entre 18 et 20 ans, on a un cerveau qui est forcément différent entre 18 et 20 ans que quelqu'un qui se lance à 30 ans ou à 40 ans. On a eu à 30 ou 40 ans, on a eu l'expérience, on va peut-être plus aller vite sur certaines choses, alors que
Moi, si je me souviens, à 18 ans, je suis arrivé du coup, en école de 3D, en école de cinéma. C'était assez scolaire. Fallait, tous les matins, il fallait signer la feuille de présence, Ah oui, tu vois, d'accord. toutes les choses comme ça. Mais je sais qu'il me fallait ça. Tu vois, à la fac, j'aurais pas pu. Après, c'était une école assez artistique, donc ça allait, on voyait beaucoup de choses. Après, c'était une école technique parce qu'il fallait apprendre les logiciels. Et là, forcément, tu es obligé d'apprendre les logiciels. Mais j'aurais pas pu, forcément, tu vois, apprendre moi de mon côté. Si je m'étais dit à cette époque, je voulais devenir photographe, j'aurais pas pu aller apprendre de mon côté. Donc il y a aussi ça, c'est que il y a des choses qu'on voit où, tu vois, moi, mon regard de maintenant, de con de maintenant, me dit, bah ça servait à rien. Mais à l'époque, c'est ça aussi qui nous a forgé et qui a forgé notre cerveau de jeune homme, de jeune femme, de fin d'adolescent, au monde aussi, d'après, de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. Non, mais c'est vrai que je suis bien d'accord aussi. Et puis, après, c'est vrai que c'est très scolaire. Hein. BTS, on reste quand même dans un cadre scolaire, c'est pas la fac. Mais pour autant, c'est amené pour avoir de l'autonomie aussi. Parce que là, on a parlé très technique, prise de vue, mais à côté, il y avait des cours d'anglais quand même si jamais on voulait travailler à l'étranger. Okay. Il y a eu la seule formation, le BTS, c'est la seule formation en photo, en tout cas, qui propose des cours de gestion et de droit d'entreprise liés à la photo. C'est ça aussi sur lequel je voulais t'amener. Ouais, et je me rappelle toujours de ma prof, et je la remercierai encore jamais assez, qui nous disait quand on n'écoutait pas, vous me remercierez plus tard parce que c'est mon cours qui vous servira le plus. Et elle avait pas tort. Et donc, comment ça se passait ? Enfin, comment ça se passait ces cours ? T'as appris quoi durant ces cours-là ? Beaucoup de choses, hein, franchement. Déjà, avant d'attaquer le droit et le droit de la photo et compagnie, il fallait déjà comprendre un peu, entre guillemets, la base du droit, hein, même si c'était pas pour aller dans les détails, mais le droit pénal, le droit administratif, etc., juste pour comprendre un peu les nuances. Et puis après, ouais, c'était clairement niveau droit, le droit d'image, les droits en tant que photographe, droit d'auteur, les statuts des photographes. On a eu des droits des propriétés. Est-ce qu'on peut faire une photo de n'importe quel immeuble comme ça ? Enfin, c'était vraiment très très complet sur la partie droit photo au sens très large. Après, il y a eu la partie aussi gestion d'entreprise, donc les statuts d'entreprise, savoir fixer un prix. Être rentable, enfin des notions un petit peu de gestion assez indispensables au final, hein, surtout quand on se lance à jeune. Et t'as réussi à les appliquer en sortant ? Ouais, je pense que c'est là où j'ai été le plus studieux au niveau du lancement, ouais. Donc t'as très vite été rentable. Ouais. Ok. On reviendra là-dessus, mais tu vois, je savais pas s'il y avait, parce que souvent dans les cours de photo comme ça, enfin dans les formations photo, on t'apprend à faire de la photo. On t'apprend pas à avoir ton entreprise. Et pourtant, c'est ce qui est le plus important. Quand, tu vois, j'ai ma formation Le Grand Saut, et là-dessus, on ne voit que le marketing. On ne voit que le fait de se lancer, les choses à faire, les choses à mettre en place pour signer des mariages, pour signer des contrats, parce que si tu signes pas de contrat, au final, t'as pas d'argent. Tu sauras, même si tu sais bien faire des photos, au final, ça sert à rien, puisque tu les feras pas. Ou tu les feras pour toi, dans ton coin. Donc non, ça me rassure, tu vois, qu'il y ait ça. Ça occupait... c'était quoi le ratio entre cours de prise de vue technique et cours de gestion ? De mémoire, je crois qu'il y avait quand même... Non, je dirais qu'il y avait minimum 4 heures de gestion et de droit par semaine. Ok. Si ce n'est pas un peu plus. C'est au moins 4. Sur combien en tout ? Il y avait 38 heures de cours par semaine. Ah ouais, c'est quand même une petite partie, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Hein. Je me rappelle... En mettant 2 fois plus, on va dire 20%, quoi. Ouais, il y avait quand même... c'était assez dense aussi. Hein. Souvent, on pouvait pas non plus... Enfin, fallait bûcher derrière de notre côté parce qu'on n'avait pas le temps de voir tout en cours et nous donner des polycopies. Il fallait bosser, quoi. Après, il y avait des TP, quoi. TP prise de vue, TP labo, TP technique aussi. Donc, pas mal de pratiques quand même si c'est très, très scolaire. Ouais. Et puis on avait aussi des thèmes. Notre prof de prise de vue nous donnait des thèmes à faire chaque semaine aussi pour mettre en pratique aussi, quoi. Ok, donc il y a eu cette école. Tu l'as fait où, cette école ? À Toulouse. À Toulouse. T'es sortie de là. Qu'est-ce que t'as fait ? Ma mère, elle m'a dit, bon, maintenant, faut travailler. Hein. Maintenant, déjà, je suis retournée chez papa-maman. Parce que toi, t'es pas originaire de Toulouse ? Non, je suis originaire de Lyon, ouais. De Lyon. Donc t'étais partie là-bas parce pour que c'était le BTS qui te... C'était l'école qui m'intéressait le plus. Ok. Et puis j'ai été quoi, c'était le TPA. Ah, donc c'était le TPA. Ah, le TPA fait des BTS. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y avait aussi une formation de 3e année qui était aussi faisable après le BTS ou après il faut praticien aussi. Donc sauf que mes parents ils m'ont dit si tu veux la faire, tu la finances, donc
Oui, c'est pas donné. Ouais, c'est très très cher. Et je suis pas sûre que ce serait ce qui m'intéressait en fait de faire, parce que non, mine de rien, dans le BTS, on nous apprend beaucoup de choses quand même assez studio. Et vu que c'est pas du tout ce qui m'intéressait, bah, j'avais pas forcément envie de peaufiner là-dedans, quoi. Ok. Bah, tu sais que j'ai failli la faire, cette école. Ouais, bah, ils sont super, les profs, là-bas. Mais c'était sur le coup des 3 ans, et qu'en fait, les 2 premières années, c'était pas ce qui m'intéressait, c'était pas de la 3D. Et il y avait que la 3e année où je faisais de la 3D, donc j'ai fait non, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'ils font ça là-bas, exactement. On les voyait tous sur leur ordi, là. Oui, c'était les mecs à lunettes qui étaient perdus. Le cliché. Mais moi, c'était en 2001, tu vois, donc c'était 10 ans avant, quoi. Donc, tu sors de l'école, tu reviens à Lyon. C'est ça, je reviens à Lyon, et puis... bah Là, c'était en 2012 Attends, 2012, j'ai eu le bac. Ouais, donc 2014. 2014. Ouais, 2014, c'est ça. Okay. 2014, j'ai eu le diplôme. Et donc, je suis revenue sur Lyon. Et puis après, j'ai monté l'entreprise. Donc là, j'ai quand même de la chance. C'est que c'est ma mère qui m'a beaucoup aidée sur la création d'entreprise. Okay. Moi, je savais le statut photographe. Mais bon, après, il faut aussi s'orienter un peu plus juridique, quoi, sur l'entreprise. Donc là, j'ai été aidée notamment par ma maman. T'as monté une micro ? Ouais, c'est ça. Une micro, mais voilà, elle me faisait pas se faire... Enfin, elle me disait pas, en gros, faut remplir les dossiers, hein. C'est juste, il faut que tu fasses ton business plan, tes petits calculs pour voir, quelle entreprise est la plus intéressante pour toi, quoi. Ok. Donc, moi, je me suis orientée sur la micro parce que, Quel statut, tu veux dire ? Auto-entrepreneur, quoi. Oui, mais quel statut est le plus intéressant. Avec quel régime aussi. Exactement, et tout ça. Ouais. Okay. Tout ce qui va être après imposition, enfin, etc., quoi, le côté un peu compta. Donc, et pourquoi tu as choisi micro-entreprise ? Le côté facilité, hein, on va pas se mentir. Et puis quand on démarre à 20 ans, monter une boîte, on sait pas trop si ça va quand même bien fonctionner. On n'a pas de capital, hein, on sort des études et il faut y aller. Donc c'était pour moi la moins grande prise de risque, quoi. Ok. Et donc, tu montes ta micro-entreprise. Tu la montes rapidement ? Vu que j'ai fait un peu le business plan un peu avant, non, je pense que je me suis pris quand même 6 mois, le temps de mûrir la réflexion, d'y aller tranquille après les études aussi quand même. C'est ça, on va voir les potes, tout ça. C'est ça, un petit peu, parce que moi je suis rentrée sur Lyon, tous mes potes ils étaient encore étudiants, hein, donc on faisait quelques soirées encore quand même. C'était du temps où on avait le droit de faire des soirées. Exactement, oui, c'est vrai. Non, on a le droit de faire des soirées. Donc, micro-entreprise, donc on va dire 2015. C'est ça, janvier 2015, j'ai monté l'entreprise. Janvier 2015. Donc là, vu qu'on est en juin 2021, ça fait 5 ans et demi. Ok. Non, 6 ans et demi. Non. Oui, on est 2021. 6 ans et demi, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu n'es pas mathématique, toi. J'ai fait S. Oh merde. Donc, tu montes ta micro-entreprise. Et comment ça se passe ? Parce que tu as eu tous les cours d'avant, de comment gérer ta boîte, tu as eu ta mère qui t'a aidé, enfin tout ça. Qu'est-ce que tu mets en place ? Ah, c'est dur. C'est dur parce que tu te retrouves dans un milieu que tu connais pas du tout, hein. Moi, je sortais des études, donc je pense que par rapport à d'autres gens photographes qui se sont fait une reconversion professionnelle ou quoi, qui ont eu de l'expérience pro, peut-être que pour eux, c'était plus simple. Moi, pas du tout, c'était super dur. J'avais aucun réseau, j'avais juste mes potes, quoi, qui étaient étudiants, et puis c'est tout. Et pas du tout dans le monde de la photo. Pas du tout dans le monde de la photo, non. Donc, au début, on galère un peu quand même, hein. Enfin, on va pas se mentir. Parce que nous, on s'est connus quand ? J'étais déjà avec Jess à l'époque ? Ouais. Oui, parce que c'était en 2015, donc c'est 2016, quelque chose comme ça ? C'était assez rapidement, ouais. Peut-être 1 an ou 2 ans après l'entreprise, début, ouais. Parce qu'en gros, t'as voulu créer un réseau, du coup, à ce moment-là. C'est ça. Donc, en fait, j'ai contacté... la première photographe que j'ai contactée sur Lyon, justement pour apprendre un petit peu le métier au sens pratique, quoi. De l'accompagner sur des prestations, ou éventuellement, si elle avait besoin un petit peu de renfort sur des prestations, de l'accompagner, quoi. Okay. Et puis, je la remercie parce qu'elle m'a quand même pris sous son aile. Emeline Corvelin, qui est sur Lyon. Eh ben, merci, Emeline. Voilà, donc je suis toujours en contact avec elle, hein, donc je lui fais des bisous. Donc, qui m'a pris sous son aile et qui m'a beaucoup fait travailler au final, donc ça m'a appris le vrai, quoi. T'as trouvé, c'est la première que t'as trouvée ? C'est la première à qui t'as demandé ? Ouais. T'as eu de la chance, parce que le nombre de gens qui se lancent, qui contactent des photographes et qui se prennent un vent mais monstrueux dans la gueule. En plus, je suis très timide, donc moi je pousse pas trop. Je vais pas un peu entre guillemets harceler les gens pour avoir le truc, quoi.
Donc c'était un petit mail tout discret et puis au final elle m'a appelé, elle m'a dit bah écoute ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer, boire un coup quoi. Qu'est-ce que tu lui avais proposé? Je lui avais proposé justement de voir un peu comment elle travaille en l'accompagnant et que si jamais elle avait besoin sur des prestations d'un second ou quoi, que je me rendais disponible pour elle quoi. Ok. Donc, parce que c'est bien de savoir ça parce que beaucoup de gens veulent trouver un petit poste de second pour commencer, pour voir le métier, pour tout ça. C'est parmi tous ceux qui se reconvertissent. Et c'est pas évident d'aller chercher et tout. Bon, du coup, toi, t'avais envoyé plusieurs mails ou t'avais... C'était le seul que j'ai envoyé. C'est le seul. Ouais, donc coup de chance. Quoi. Ouais, beaucoup de chance. Parce que je suis très timide et puis que la première année, comme je disais, j'y allais tranquille. Il y avait encore les soirées étudiantes, quoi. Je me serais peut-être bougé un peu après, mais. T'avais sélectionné Emeline d'une certaine façon. Enfin, tu t'es dit, tiens, son style me plaît. C'était parce qu'elle était très polyvalente sur son secteur de travail. Okay. Elle faisait aussi bien du studio que de l'entreprise et aussi du mariage. Donc ça m'a permis de toucher un petit peu à tout pour voir moi aussi qu'est-ce qui m'intéressait personnellement quoi. Donc voilà. Et puis c'est vrai que j'en ai pas parlé mais j'ai fait des stages aussi pendant le BTS. Donc j'avais déjà un petit peu une notion de l'approche mais pas à long terme quoi, entre guillemets. Tu as fait des stages chez des photographes de mariage? Alors j'avais fait un stage pas dans le secteur du mariage. Je crois que j'avais contacté Cécile Crèche mais elle pouvait pas me prendre. Donc Cécile, si tu nous écoutes. Voilà, exactement. Mais du coup, j'ai fait un stage en prise de vue en studio. Parce que ça, c'est ce qui est demandé un peu dans le parcours du BTS. Hein. À la fin du rapport de stage, ils veulent des schémas de lumière. Donc, c'est vrai qu'il fallait plutôt s'orienter là-dessus, quoi. J'ai fait un stage en labo aussi. Enfin, moi, je me suis orientée sur la retouche. Ok. Retouche, là, c'était hyper pointilleux. Hein. C'était de la retouche mode, peau et compagnie, donc à Paris. Et le dernier est libre, et donc je l'ai fait en journalisme, pour le coup, à Lyon. Mais alors je fais une petite aparté sur les demandes de stage parce que j'en reçois, je pense que tu dois en recevoir aussi. Et c'est vrai que notre façon de faire notre métier est très compliquée parce que, pour recevoir des stagiaires, parce qu'on n'a pas de lieu. Enfin, je pense que t'es comme toi. Hein, tu es comme toi. Tu es comme toi, je pense. Exactement. Tu es comme moi. On n'a pas un magasin et tout ça. Donc, faire venir quelqu'un à la maison en stage de 9h à 17h tous les 5 jours par semaine, c'est juste pas possible. Et en plus, moi, c'est vrai que je fais pas non plus beaucoup de prestations. Toi, j'espère que tu en fais sûrement beaucoup plus que moi et que tu es plus souvent sorti. Mais c'est vrai que notre métier, il est pas, c'est pas qu'il est chiant, loin de là. Il est très cool notre métier. Mais à regarder, à part les phases où on shoot, c'est un peu chiant quand même. De nous regarder sur notre c'est aléatoire, quoi. Donc on peut pas prévoir. Donc c'est pas comme un magasin. C'est ça. Donc voilà, ne vous offusquez pas si vous faites des demandes de stage à des photographes et de mariage qui vous disent non, parce que c'est juste que je vois pas ce qu'on pourrait... moi je réponds toujours, je vois pas ce que je pourrais te faire. La seule personne que j'ai pris en stage, vraiment, on va dire ces dernières années, c'est Maxime, qui là monte ce podcast, tu vois, parce que c'était un stage en montage. Oui, c'est une spécialité. Ça, j'en avais besoin. Ouais. Mais c'est vrai, moi quand on me contacte pour des stages, même si ça va, il n'y en a pas trop, vu que j'ai vécu leur galère de trouver un stage, j'essaye de les aider et de les orienter sur les secteurs qu'ils prennent. Et puis notamment quand des étudiants me disent qu'ils viennent de BTS, je sais d'autant plus qu'est-ce qu'il leur faut dans leur rapport. Donc c'est clair que s'il y a des rapports de stage et qu'ils ont besoin d'un stage en photo, faut vraiment s'orienter sur du studio parce que techniquement, en tout cas, ils le demanderont. Quoi. Ouais. Que ce soit sur de la lumière, la gestion de la lumière, mais gestion du modèle aussi. Donc voilà, quoi. Plutôt orienté studio ou boutique de vente, quoi, entre guillemets. Quoi. D'accord. Donc, tu as fait tes premiers pas avec Emeline. C'est ça. Okay. Et après, comment ça s'est passé ? Et après, il y a aussi mon site internet qui s'est développé avec des personnes aussi que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Tan, que tu connais aussi, qui m'a beaucoup aidé pour mon site internet. Donc merci Tan aussi. et puis mine de rien, ça a commencé à faire venir aussi mes propres demandes. Et puis en fait, ça s'est développé assez rapidement. Donc après, j'ai fait mon petit bout de chemin, quoi. Alors, t'es passé très très vite sur ces quelques années. Quelle stratégie t'as mis en place ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on commence. Parce qu'après, quand on est déjà sur le marché et tout, on booste un peu les stratégies qu'on a, on voit un petit peu d'où ça vient et tout. Mais est-ce que t'as eu, du fait des études que t'as faites et de ta mère et tout ça, est-ce que t'as mis en place une réelle stratégie ou t'as été un petit peu au petit bonheur la chance ? J'avoue, j'étais un petit peu au petit bonheur la chance.
parce que j'avais peut-être pas de recul nécessaire de l'âge, entre guillemets, pour savoir un peu comment faire, d'avoir une vraie stratégie. Ça, j'avoue, j'en ai pas fait. Moi, j'avais plus l'école nous a pas forcément donné des clés de marketing ou de communication. Ça, j'avoue que c'était le truc qu'il y avait pas dans la formation et qui pourrait être intéressant, mais bon, c'était déjà bien assez chargé. Mais par contre, moi, j'avais les notions de calculer son prix, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il faut vendre derrière, quoi. Donc là, j'avais pas forcément de stratégie, non. Je fais pas de démarchage, je suis trop timide là-dedans. Comment t'as fait pour tes premiers clients arrivent, tes premiers prospects? Ouais, c'est que par le site internet et les réseaux sociaux. Moi, j'avoue que je bosse beaucoup là-dessus et que ce soit eux qui me contactent, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait donc sur ton site? Sur mon site, travailler un petit peu le contenu, présenter un petit peu comment je travaillais rapidement. Après, les photos aussi, ça parle beaucoup. Présenter un petit peu tous les types de prestations que je mettais en œuvre. Et puis après, ça s'est fait un peu tout seul, j'ai envie de dire, quoi, entre guillemets. Parce que Lyon est quand même assez... il y a beaucoup de gens à Lyon, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de... oui, c'est une grande ville, ça reste au niveau démographie, on est la 3e ville française, au niveau business, on est la 2e ville française après Paris, et donc il y a quand même du monde. Après, il y a beaucoup de mariages aussi, mais il y a beaucoup de monde. T'as eu l'impression que c'était difficile, parce qu'en fait j'entends beaucoup de gens dire oui mais bon en ville c'est compliqué, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de concurrence, beaucoup de tout ça, donc faire mon trou là alors qu'il y a déjà plein de gens qui y sont, je vais pas y arriver. Moi je pense que j'ai fait un peu de tout en même temps, donc il y a eu le fameux site et compagnie, et puis après en même temps j'ai un peu développé le réseau photographe, on va dire, de rencontrer un peu plus de photographes sur la région, puis aussi avec les formations on en rencontre, et ce qui fait qu'on a un peu c'est un peu formé un groupe entre guillemets, quand on n'était pas dispo sur une date, et on proposait en doublon entre guillemets, donc c'est vrai que ça a permis aussi d'être vu auprès des collègues et des confrères, et puis de gagner sa croûte au final, parce qu'on était plus visible pour des potentiels clients aussi, quoi. Ce qui est marrant, c'est que quand on s'est connus, on s'est pas vraiment connus, parce que en fait moi c'est que ça commençait déjà au moment où je partais un peu du groupe et je m'isolais un peu dans mon coin. Mais au début, je t'ai pas connu en tant que photographe pro. Pour moi, t'étais Élise qui faisait des photos qui partait faire des photos de paysages, des choses comme ça. Et c'est vrai que il y a que plus tard où, pour moi, t'es devenu, pas que t'es devenu, mais que je t'ai plus connu en tant que photographe pro, et parce que dans ma tête, ça a toujours été la Élise qui fait des photos de paysages. Qui va dans la montagne. C'est ça, qui part toute seule ou pas dans la montagne. C'est vrai que sur Lyon, les premiers photographes que j'ai connus, c'était parce que c'était plus sur des sorties de rando, et du coup, on m'a connu comme ça, quoi, entre guillemets. Et puis, parallèlement, après, j'ai rencontré d'autres photographes dans le milieu du mariage où moi, j'avais un petit peu envie de me développer aussi. Et donc ça s'est un petit peu de fil en aiguille développé principalement sur ce secteur-là, quoi. Mais en fait, je dis ça parce que t'es pas venu en frontal. Tu vois, t'es pas venu directement en disant voilà, je suis photographe de mariage, je cherche d'autres photographes de mariage avec qui on pourrait travailler ou autre. Il y a une histoire je pense, de confiance qui s'est instaurée. Parce que tu venais pas chercher du business. En tout cas, du peu qu'on a pu se côtoyer, pour moi, tu venais pas chercher du business, tu venais par les photos. Tu venais entre passionnés par les photos. Vu de l'extérieur, tu vois, en y réfléchissant comme ça maintenant, je me dis que c'est aussi ce qui peut permettre, de créer un groupe plus soudé. Pas créer un groupe, mais de créer des partenaires plus soudés, on va dire des gens que tu connais de façon plus forte, parce que il n'y a pas eu je viens essayer de te gratter des clients, quoi. T'es venu par ta passion, et il y a eu le côté business après. Oui, c'était plutôt se faire des liens dans le milieu, un peu un soutien aussi, parce que c'est quand même un solitaire, entre guillemets, le métier de photographe. On n'a pas des collègues avec qui échanger, quoi. En se faisant du réseau et en échangeant, mais on n'a pas le collègue de bureau qui avait là pour avancer.
Et puis parce que je suis pas du genre à aller gratter entre guillemets le business et l'amitié entre guillemets quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça t'arrangeait bien à ce moment-là, puisque sûrement tes amis d'avant étaient moins, je pense, moins dans les études, donc faisaient moins de soirées, donc tu avais besoin de faire des soirées avec d'autres personnes et que les autres photographes étaient là. Oh non, parce qu'ils ils étaient toujours dans la soirée, mais je pense que j'aspirais à d'autres types de soirées. Moins alcoolisées peut-être. De ce que je me rappelle, les soirées entre photographes à Lyon étaient quand même assez alcoolisées. Ouais, mais les soirées étudiantes, c'est quand même un autre niveau. Ah ça, je connais pas, donc ça je peux pas te dire, mais je te crois. Est-ce que tu veux d'ailleurs un nouveau verre d'alcool ? Ma tisane est encore là, donc écoute. Ok. C'est bon, merci. Tant pis. C'est de l'infusion c'est avec. Soft, là. Non, c'est de l'infusion avec de la vodka dedans. Je préfère le rhum, mais bon. Oui, bon, si tu veux, je le sors le rhum, il n'y a pas de problème. Arrive. Donc tout ça, c'est entre 2000, on va dire tout ça entre 2015 et maintenant. À partir de combien de temps t'as pu te dégager un salaire ? 3 ans, je dirais. 3 ans ? Ouais. Parce que pendant les 3 premières années, j'ai bossé un petit peu à côté, soit en intérim ou avec un contrat à temps partiel pour avoir un petit revenu de base, on va dire, pour vivre. Okay. Et puis une fois que j'ai vu que la photo, ça c'était rentable, on va dire rentable au point de se dégager un vrai salaire, quoi. Là, j'étais 100% là-dedans, quoi. Tu faisais quoi à côté ? Je travaillais dans le resto de mon papa. Voilà. Pistonné, va. Ouais. On a monté l'entreprise en même temps, donc on se soutient comme on peut. C'est un resto de quoi ? Restauration un peu traditionnelle et savoyarde du fait de ses origines, hein, forcément. Faudra que tu me donnes l'adresse. Oui, bien sûr. Allez, fais la pub, vas-y, directement. Exact. Pour les bonnes raclettes et les bonnes fondues savoyardes. Et c'est où alors ? 127 rue de Gerland à Lyon. Et le nom ? Au Château d'If. Ok, maintenant vous savez. Voilà. On est en plein été, mais la raclette, il n'y a pas de... Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, ça se fait quand même. Hein. Ouais, quand même, par contre, chaleur, c'est pas grave. Quitte à avoir chaud, autant avoir chaud. Exactement. La bonne bouffe. Donc, comment enchaîner là-dessus ? Je sais pas. Débrouille-toi. Donc 3 ans. Pour toi, c'était à quel moment tu me disais jusqu'au moment où on se dégageait un vrai salaire ? Ça a été quoi ? Enfin, c'était quoi ton objectif ? T'avais un objectif ou c'est un moment où tu t'es dit ok, maintenant c'est bon ? Enfin, c'était quoi ton objectif financier ? J'avais pas un objectif de salaire ou de chiffre d'affaires parce qu'après, je pense que ça dépend tellement des uns et des autres de notre manière de vivre et de notre manière de consommer que mon salaire, moi, minimum, ça serait le double peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc c'était juste le but d'avoir des économies, de pouvoir payer mes charges fixes, que ce soit perso et pro, et puis d'avoir un peu d'argent de côté en plus de ça, quoi. Et du coup, c'était à combien de chiffre d'affaires ? Je crois que c'était 20 000. Okay. Ouais, 20 000, là, j'ai dit, ok, maintenant on va faire que ça, quoi. Donc à 20 000, on arrive à peu... Enfin, on est juste petit, en dessous... Hein, ouais. On est en dessous un SMIC, ouais. À 20 000. Mais bon, vu que moi, j'avais pas beaucoup de charges, j'étais en coloc, donc voilà, c'était... ça commençait à être bon, quoi. Ouais, et puis au-delà, après, appartement seul et compagnie, quoi. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de... Enfin, t'avais pas de deadline, du coup. Tu t'étais mis une deadline quand même ? Tu t'es dit, j'y vais, j'ai le temps devant moi, de toute façon, je suis jeune. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des économies et qui brûlent aussi leurs économies pour, tu vois, se lancer. Donc, il y a quand même une deadline à savoir, est-ce qu'il faut qu'à ce moment-là, je puisse me dégager le salaire qu'il faut, quoi. Moi, j'avais pas d'économie, donc il fallait en faire. Et on arrive donc en 2018, maintenant, 3 ans après. 2018, fin 2018, 2019, quelque chose comme ça, ouais. Ok. Donc là, t'étais à combien de mariages ? Une bonne dizaine, je dirais. Ok. Ouais. À combien en moyenne ? 1005 à peu près, quelque chose comme ça. D'accord. T'as eu du mal à augmenter tes prix ? Ouais. Mais le Covid m'a aidé. Mais si on parle avant Covid. Avant Covid, ouais, j'avais du mal. Pour une question de confiance en soi, je dirais confiance en son travail, j'avais vraiment du mal à augmenter mes prix et à me dire non mais c'est légitime quoi entre guillemets. Et puis ouais, et puis oser vendre aussi plus cher, il faut passer un cap aussi à mon avis psychologiquement pour réussir à vendre à ses clients. Pourquoi je serais plus cher alors que la personne de l'année dernière elle a eu moins cher ou par rapport à d'autres photographes quoi. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer de passer les différents caps d'augmentation de prix, enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic ou... Ouais, les échanges avec les collègues, qui sont amis aussi, hein, mais
Encore il y a un an, j'étais en visio avec un collègue photographe qui me disait non mais il faut que tu augmentes tes prix, c'est pas possible quoi. Et puis il m'a donné un peu le coup de pied aux fesses comme on dit pour y aller quoi et pas avoir peur. Et alors? J'arrête pas de le remercier encore aujourd'hui. T'as fait quoi comme augmentation? Après, c'est au niveau du prix, ce serait limite le double, mais en termes de contenu, après il y a des produits en plus, donc pour moi c'est pas doubler le prix pour doubler le prix, mais parce qu'il y a des produits, il y a des séances en plus, ce genre de choses quoi. Est-ce que ça a été plus facile pour toi d'augmenter d'un coup comme ça, comme si on arrachait le pansement, tu vois, d'un coup, plutôt que d'augmenter petit à petit? Alors au début j'étais petit à petit. Justement 100 € ou 200 € par an, entre guillemets. Enfin, moi, c'était pas par an. Je me disais que si j'avais 10 mariages, j'augmentais mes prix pour pouvoir justement dire c'est bon, j'ai 10 mariages assurés l'année prochaine. Les autres, c'est du bonus pour tester un peu les nouveaux prix, entre guillemets, les nouvelles prestations. Et là, ce qui a fait le gros cap ensuite, c'était parce que je frôle un peu le secteur de la TVA. Donc là, il y a eu le cap supplémentaire de 20% déjà rien que là-dessus. Donc, quitte à augmenter les prix, fallait augmenter pas mal, quoi. Parce que là, donc à l'heure actuelle, t'es toujours en micro? Ouais, juste en dessous de la TVA. Et tu restes juste en dessous de la TVA? Non, je peux monter au-dessus. C'est juste que là, les 2 dernières années, je frôlais avec la TVA, quoi. D'accord. Donc, mon optique, ce serait de dépasser. Si je dépasse pas, Tu restes. voilà, ça me va. Si je dépasse, après, je sais qu'il y a un objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour que je retombe sur mes pattes, quoi. Ok. Et donc, t'as augmenté petit à petit, et d'un coup, t'as augmenté. Et donc, là, par rapport à la question que je te posais, c'est sur le coup du pansement. Pardon. Non, je reviens dessus, c'est très bien. Est-ce que ça t'a semblé plus facile? Enfin, il y a eu ce déclic de cette personne qui t'a aidé. Parce que moi, j'ai augmenté aussi. Il y a un moment, au début, j'ai augmenté aussi petit à petit. Alors, pas selon ta technique, mais tous les ans, j'augmentais un peu. Jusqu'à ce que j'apprenne aussi des techniques marketing et puis que je me dise sauf qu'à l'époque moi la micro-entreprise n'existait pas, j'étais en SARL. Ouais, c'est pas pareil aussi. Donc SARL c'est pas mal de frais, il y a des avantages aussi mais c'est quand même il y a quand même pas mal de frais fixes et j'étais en TVA, donc il y a que récemment que je suis passé en hors TVA pour mes mariages et donc voilà, enfin je voyais ce que je gagnais, je me disais je gagne pas grand chose quand même quoi. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je crois que c'était tard, parce que c'était peut-être en 2015, 2016, quand je suis un peu après que je suis arrivé à Lyon. Là, j'ai quand même boosté mes prix, et j'ai facilement fait un x2, voire un x3. Et il y a un moment, au début, tu as du mal à augmenter tes prix, puis au bout d'un moment, tu fais, ouais, non, allez, c'est bon, on fait un plus 1000, là où tu faisais un plus 100, tu fais un plus 1000, on verra, quoi. C'est un peu ça, C'est un peu ça. J'avoue. Et ça a été comment la première fois que tu as présenté ces prix-là, alors? Au début, ça allait, parce que j'avais pas forcément doublé d'un coup, donc pareil, je tâtonnais un petit peu. Et puis juste, je voyais que ça passait plutôt facilement. Je me suis dit, ok, là, on fait un gros cap. Surtout que c'était en plein milieu du Covid, donc avec tous les reports, au final, je me disais, de toute façon, je vais pas pouvoir en signer 15 000, donc autant tester un petit peu, quoi. Et il y a eu une période où je me prenais des murs, ça c'est vrai. Mais en même temps, j'ai retravaillé sur mon site, justement, peut-être pour justifier peut-être ces prix. Donc, ça a été un peu une réflexion globale, entre guillemets, pas forcément que sur la prestation, le prix, le contenu, mais aussi sur un peu ce que je pouvais montrer aux potentiels mariés, et puis comment l'amener, en fait, en rendez-vous aussi pour que ça passe, quoi. Je sais pas si je me suis un peu perdue dans ma réponse, mais non, c'était bon. Ça avance et donc ouais, donc tu t'es pris des murs au début, tu as travaillé sur le fait de mieux présenter. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup échangé avec des photographes en me demandant mais qu'est-ce qui peut clocher dans la présentation. Donc pareil, des collègues qui m'ont dit essaye peut-être faire ça ou un peu le côté marketing, mais pas au sens scolaire, quoi, au sens un peu qu'est-ce que nous on fait au quotidien dans notre métier, puis on partage notre expérience. Et puis j'ai pas perdu confiance, j'étais limite me dire bon, je vais peut-être réduire un peu les prix ou réduire les formules pour reprendre un peu confiance en moi. Et puis finalement, je dis non, allez, c'est bon, on tient le coup, on prend confiance. Et puis peut-être que ça a fait que les gens en face de moi étaient rassurés aussi parce que j'avais confiance en moi aussi, peut-être. C'est marrant parce que et c'est à ce moment-là du coup que tu as réussi là, à vendre. Ça, ouais. Et puis là, depuis, ça va bien, quoi. Ok, donc là, tu es en moyenne à combien ? Pour 2022, je suis un peu plus de 2000, le panier moyen.
Et là, je viens de changer mes tarifs, donc on verra. Là, ce serait plutôt 2000. Je vise 2500 là de panier moyen. D'accord. Ouais. Non, c'est vrai que d'un coup, ça te fait une augmentation, ça te fait une forte augmentation. Tu arrives dans des prix, 2005, c'est quand même, tu as 6 ans de métier. 2005, c'est quand même un tarif qui est à peu près honnête pour quelqu'un qui a cette expérience-là. Donc après, il faut pouvoir trouver les mariages qu'il faut aussi, quoi. Mais c'est super intéressant parce que là, pour moi, tu as passé les étapes que la plupart, la façon dont la plupart des photographes vont les passer. Mais certains vont rester d'avant, vont rester à l'étape d'avant, vont jamais réussir à passer ce cap-là. Donc toi, ça a été par le fait qu'il y a une personne un autre photographe qui t'a foutu un coup de pied au cul. Moi, j'ai beaucoup de gens comme ça qui viennent dans mes formations et qui ont déjà leur métier entre les mains, qui font ça depuis quelques années. Enfin, tu vois, tu aurais très bien pu passer à ce moment-là dans ma formation. Mais je vois bien, tu l'as pas fait, hein, mais c'est pas bon, tant pis, hein, ça arrive. Mais c'est en fait, je dirais pas qu'il faut juste un coup de pied au cul, parce que sinon ce serait trop simple. Sinon tu vas voir n'importe qui, fous-moi un coup de pied au cul, et puis voilà, quoi. Non, il faut les bons mots, il faut surtout les bons mots pour la personne, et surtout une technique pour pouvoir y arriver. Moi, c'est quand j'ai eu cette technique-là, quand on m'a enseigné cette technique-là, après que j'ai adapté évidemment, parce qu'il faut toujours l'adapter à soi, mais il y a cette prise de conscience, plus les techniques. Et tu as eu une très bonne réaction quand tu n'arrivais pas à vendre, parce que c'est normal, c'est pas juste augmenter les prix et je vais vendre. Ça marche pas comme ça. Et tu as augmenté tes prix, ça n'a pas marché, et tu as été retravailler le reste autour. C'est ça la manière de le présenter et de l'amener, quoi. Exactement. Et c'est ça t'as eu la bonne réaction. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu se dire, non, mais en fait, au final, je vends pas, donc je vais revenir à mes prix d'avant, quoi. Bah ouais, mais on peut pas vendre à ces prix, on peut pas vendre plus cher aux mêmes gens. C'est ça. Et puis il faut trouver les bonnes personnes adaptées aussi aux formules, quoi. Enfin, aux prestations. Je pense que c'est le plus dur parce qu'au début je me prenais des portes parce que c'était pas adapté, je pense. Ce qui est drôle, c'est que c'est le Covid du coup qui t'a permis ça. Ouais, ça m'a fait prendre conscience que mon travail avait peut-être une valeur. Et comment ? Ça a été compliqué quand même cette période de Covid, au niveau relationnel, que ce soit avec les clients ou même personnel. Enfin, il y a eu beaucoup de remue-ménage entre guillemets, de remise en question sur ma pratique, sur comment présenter les choses. Et je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai pas envie de signer pour signer, que j'ai vraiment envie de choisir les clients, choisir les prestations que j'ai envie de faire et pour les faire bien auprès des mariés, quoi. Donc ça a été vraiment très global, c'était pas qu'une augmentation de prix, c'était vraiment un petit reset de tout, quoi, et de reprendre un petit peu sur ce pourquoi je suis photographe et de tourner autour de ça pour proposer des choses aux autres, quoi. C'est un peu passé, on va dire, de l'âge adolescent à l'âge adulte. Hein. Peut-être. Non, en fait, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. Tu vois, on lance son entreprise, on est bébé. C'est ça. Hein. On sait pas quoi faire. D'autant plus à 20 ans. Hein. C'est ça. Et encore, toi, t'as eu ta mère qui t'a dit fais un business plan, étudie le truc. Mais la plupart des gens, comme moi, on arrive. Non, mais je me mets à mon compte. Alors, je l'ai fait, mais je savais pas trop pourquoi, hein, j'avoue. Oui, mais tu l'as quand même fait un petit peu. C'est vrai. Et moi, j'ai lancé le truc comme ça, quoi. On est la plupart à lancer les choses comme ça. Donc, on est bébé, c'est totalement bébé. Ouais, je vais aller là-bas, il est trop bien. Et après, on doit faire ses tarifs, on doit faire tout ça. Donc là, on est plus dans la période adolescente. Je vais faire des choses comme ci, comme ça, et puis tout ça. Et il y a un moment, on se dit, bon, ok, je vais me former, je vais regarder à droite, à gauche, je vais m'affirmer, je vais faire des choses comme ça, et je vais devenir adulte. Et il y a ce cap-là. Et c'est ça qui est... Et après, donc, c'est tout nouveau du coup pour toi, puisque c'est depuis 1 an, on va dire. Ouais, c'est ça. Pour moi, le reset, il est depuis l'année dernière. Ouais, donc t'as pas encore eu Puisqu'on on est en juin, on est fin juin 2021, donc les mariages reprennent là, on croise les doigts pour la 4e vague. Mais voilà, on a eu un été qui est à peu près normal. Tu vas pouvoir appliquer vraiment tout le fruit de ces 1 an maintenant. C'est ça, ouais. Non, c'est super intéressant de voir de voir cette évolution, parce que ce sera drôle de voir dans 10 ans jusqu'où tu es arrivé, jusqu'où tu veux aller aussi, parce que est-ce que tu sais déjà à peu près là où tu veux aller en termes de tarifs, en termes de...
Je pense pas que j'ai envie d'aller bien plus haut en termes de tarifs parce que je suis à l'aise aussi avec les clients qui me contactent. Donc je sais pas si je serais à l'aise pour travailler avec d'autres types de clientèle. Là, je me sens bien, quoi. Ouais. Donc est-ce que j'ai envie d'aller au-delà? Je pense pas. Enfin, actuellement, c'est pas mon état d'esprit. Je suis bien avec les clients que j'ai actuellement. Donc après, je pense que c'est plus maintenant, mon objectif, c'est de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro, quoi. Ok. Donc d'où le fait aussi que j'ai un peu tout remanié ces tarifs et ces prestations, parce que le but, c'est, comme je disais, c'est pas de signer pour signer, quitte à faire moins de mariages, mais des choses bien, des belles prestations pour gagner un petit peu de temps libre aussi. Ok. Parce que là, t'étais dans un moment où tu bossais beaucoup trop Ouais. pour les sous C'est que tu ça. ramenais, quoi. On revient sur la partie shooting. Est-ce que le fait que tu fasses beaucoup de photos de paysages, est-ce que c'est quelque chose que tu as incorporé dans le mariage? Est-ce que tu as voulu lier les deux? C'est en cours, enfin j'essaye en tout cas, j'aimerais le faire davantage. Ok. Mais déjà, alors je vais parler du site internet par exemple, parce que je sais qu'on voit beaucoup, faut séparer un peu les thématiques. Moi j'ai pris le parti pris de pas les séparer, Ok. pour cibler mes clients justement, les futurs mariés qui me contactent, et ils sont très connectés nature et voyage, et donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser cette partie sur mon site, pour montrer que j'ai cette part-là de photos de nature, photos de montagne ou autre, et que j'aimerais aussi un peu plus l'incorporer dans mon travail auprès des clients, quoi. Et comment? Et en fait, vu ce que je le mets en place sur mon site, qui c'est visible par les mariés et compagnie, en fait, naturellement, j'ai plutôt des clients qui sont très branchés nature. Donc, mes séances photos, elles sont toujours en plein milieu de la nature, et c'est ce qu'ils recherchent, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Après, j'aimerais bien me développer un peu plus en montagne. Donc là, il faut encore que je travaille dessus pour aller dans ce secteur. Et c'est quoi ta stratégie? Là, j'ai fait un petit peu des shoots d'ailleurs en montagne, donc ça va être de communiquer là-dessus, hein, déjà, principalement. J'ai pas encore de stratégie, en fait, j'avoue que j'en ai pas, en fait. Déjà, c'est de parler de ça, de communiquer là-dessus, déjà, dans un premier temps. Ok. Parce que c'est marrant encore que là, tu n'aies pas forcément réfléchi à une stratégie. Maintenant que tu es adulte. Il faut des stratégies. Et j'ai vu passer ces derniers temps, il y a une chose de laquelle on n'a pas encore parlé, c'est, et je pense que ça va faire une bonne transition avec ce qu'on vient de dire, tu as fait des shootings inspiration. Donc j'en ai vu un, tu m'as dit que tu en avais fait deux, J'en ai fait deux, il y en a un qui a été publié, ouais. Ok, donc c'était plus cet hiver que tu les as... C'est ça, et c'est plus par rapport à ce que je vise exactement. Ok, donc tu as une stratégie par rapport à ça, enfin, si tu es arrivé sur ces shootings inspiration. Ouais, c'est ça, c'était aussi envie de rencontrer d'autres professionnels du milieu du mariage, parce que c'est vrai que j'étais très, très en contact avec des photographes de mariage, mais pas forcément avec les autres prestataires, au final, parce qu'on est quand même une sacrée équipe, au final. Donc j'avais envie de découvrir un petit peu le métier de chaque milieu. Et puis, vu qu'en plus le projet était en plein milieu de la montagne en hiver, ça m'a parlé à 100%, quoi. Donc t'es arrivé sur ce projet-là, en fait. C'est ça, en fait, c'est une wedding planner qui était sur le projet, et c'est elle qui m'a demandé si je voulais participer. Donc quand elle m'a présenté le truc, je suis ouais, bien sûr, quoi, que je suis là, carrément. Comment ça s'est passé? Parce que, moi j'ai mon opinion sur les shootings d'inspiration. Est-ce que tu peux mais on en parlera sûrement juste après. Les gens qui écoutent ce podcast savent très bien ce que ça veut dire quand je dis j'ai mon opinion là-dessus. Je me fais l'idée aussi. Tu sais, généralement, c'est pas bon, généralement. C'est comme la désaturation partielle, quoi. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais on n'est pas loin. Non, ça dépend ce que tu en feras derrière. Mais comment t'as abordé ça? Comment t'as abordé ce shooting? Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc un shooting inspiration, c'est donc souvent c'est un wedding planner, un photographe, vidéaste, fleuriste, tout ça, qui se mettent ensemble pour créer soit une séance photo, soit un bout de mariage, pour reproduire en fait je vais pas dire reproduire les conditions d'un mariage, je vais dire faire des photos dans un certain style pour développer son book, pour aller plus vers son client cible, pour montrer ce qu'ils ont envie de faire avec des vrais clients. Donc voilà, une séance d'inspiration, c'est du fake. Bah oui, on peut le dire. Qu'est-ce que tu cherchais vraiment par là?
Et comment ça s'est passé ? Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'organisation par la wedding planner, c'est que déjà, c'était un vrai couple. Donc, pour moi, c'était la base. Je voulais pas faire un shoot inspiration avec deux inconnus parce que ça collait pas par rapport à mon travail non plus. Faut se l'avouer. Oui, parce que souvent, on prend deux mannequins. C'est ça. Voilà, donc, il y a rien. Enfin, il se passe rien émotionnellement parlant. Hein, il y a pas d'amour, quoi, entre guillemets. Ou en tout cas, c'est passion, mimé. Quoi. Voilà, c'est ça. Et là, c'était un vrai couple. Ceux qui jouaient les témoins, c'était les vrais amis des mariés. Et puis après, on a fait des rendez-vous visio pour voir un peu leur gars, comment ça, un peu l'histoire, l'esprit aussi parce qu'ils étaient déjà mariés pour le coup, ce couple-là. Ils étaient déjà mariés et du coup, vu qu'on mettait en scène aussi une cérémonie laïque en plein milieu de la montagne, j'ai dit mais pourquoi on ferait pas un renouvellement de vœux ? Et en fait, ils ont carrément matché avec l'idée et c'était hyper naturel et authentique du coup, parce que tout le monde s'est mis à pleurer vu que c'était je leur ai dit tant qu'à faire, on fait les mariés qui étaient mariés mais qui allaient jouer le mariage, et ils ont écrit leurs vœux, quoi. Ou au moins l'idée c'était de les faire participer à cette cérémonie là, quoi, pour que ça leur représente et que ça fasse les photos aussi en adéquation avec mon travail et puis avec l'esprit du shooting, quoi. Et vous avez laissé la journée couler ou où il y a eu des arrêts, il y a eu des... Il y a eu... Enfin, c'est vrai que c'est un shooting inspiration, c'est un peu tout en même temps, entre guillemets, si je puis dire. Parce qu'il y avait la partie préparatif aussi. Pendant qu'il y a eu les préparatifs, les personnes ont installé la table, ou au moins la cérémonie, parce qu'il y avait une cérémonie. Et puis... ma question, c'est plutôt, est-ce que ça a été... genre comme un film, tu vois, où il y a des scènes, peut-être pas millimétrées, peut-être pas à ce point-là, mais il y a des scènes, allez, on lance la scène, attends, on la refait, tu vois, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça, ou est-ce que vous avez plutôt dit, ok, maintenant c'est les préparatifs, on fait comme si c'était des vrais préparatifs et tout Dans l'ensemble, ça a plutôt coulé naturellement, parce que je pense que ce soit, on était deux photographes et il y avait un vidéaste, et vu qu'on était un peu tous dans le même mood, on n'a pas eu forcément besoin de refaire des trucs. Bon, il y a eu 2-3 fois, on s'est permis pour de la communication ou pour le film de refaire 2-3 scènes, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt découlé naturellement, quoi. Okay. Ça, c'était super appréciable. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas en faire, du coup, derrière de ces photos ? Il faudrait que je publie un petit peu les images déjà pour parler de leur histoire, parce que pour le coup c'était vrai, comme je disais, un vrai couple et puis avec une vraie histoire, donc puis même partager un petit peu l'expérience de ce shooting là. Bon, vraiment en étant honnête, c'est un shooting inspi, mais voilà, c'était quand même une sacrée expédition, parce qu'il neigeait ce jour-là, on a mis 4 heures de Lyon pour y aller, et puis on était tous ensemble. Moi j'avais les mariés dans ma voiture avec un des témoins, donc on s'est fait bloquer dans la neige, voilà, je pense que je communiquerai en partageant un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, la façon dont tu en parles et la façon dont quand je comprends que ça a été fait, pour moi, je dirais que c'est un semi-shooting inspiration, parce que ce que j'aime, moi, vraiment pas dans les shootings inspiration, c'est quand tout est fake. Comme tu dis, si on a des mannequins, tout ça, mais surtout si on arrête les choses, on reprend, on arrête, on reprend. Attends, non, là, le bisou, il allait pas, on va le refaire. Pour moi, ça ressemble plutôt à une séance photo que tu aurais pu offrir. Tu vois, ce qui nous est tous arrivé, d'offrir à un de tes couples, de dire voilà, je veux avoir des photos en montagne, et ce qu'on va faire, c'est que je vous offre la séance photo, et puis on va la faire en montagne. C'est une vraie séance photo, sauf que t'es pas payé. Bon, là, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu quand même de l'organisation, il y a eu tout ça, mais il y a eu quand même un renouvellement de vœux, donc ça reste quand même une cérémonie. C'est plutôt, venez, on va faire votre cérémonie de renouvellement de vœux, et puis... C'était un peu ça, ouais. C'était un elopement, mais offert, entre guillemets. Mais tout le monde a été impliqué au final, parce que tout le monde a participé de sa poche, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux. Mais il y a surtout un truc que tu as dit aussi, qui est pour moi très important sur les shootings inspiration, c'est être honnête avec nos clients. Et je vois trop de gens qui mettent des photos dans leur book, des photos prises sur des workshops, des photos prises lors de vrais shootings d'inspiration, là où en gros c'est des mannequins, c'est tout ça, ou juste une nana qui est en habit de mariée et qui est pas du tout mariée, qui a souvent même pas l'âge des mariés, pas l'âge de pas se marier, pas l'âge de se marier, mais c'est rare qu'on ait une nana de 23 ans qui se marie dans nos clients, on va dire, quoi. Non, moi je commence à en avoir, mais... Entre 20 et 25 ans ? Ouais. D'accord. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, peut-être parce que je suis jeune aussi, donc... Peut-être. Mais non, c'est vrai que moi je suis plus aux alentours de la trentaine, alors moi, 35 ans, quoi. Je crois que la plus jeune avait 23 ans, 22 ou 23 ans. La moyenne, elle est entre... Maintenant, aujourd'hui, la moyenne, elle est entre 26 et 32, quoi, ma moyenne. Ok. Et d'accord. Mais en fait,
des photos où tu sais que c'est pas, enfin que ça peut pas être vrai. C'est trop beau pour que ce soit. Enfin, tu sais très bien qu'un jour J, ça peut jamais se passer C'est comme ça. ça, tu vois. Et en fait, c'est vraiment les gens qui se vendent là-dessus et en disant non, non, mais c'est vrai. Et tu vois, directement, tu pars sur une malhonnêteté envers ton client. Et ça, je trouve, enfin voilà, c'est ma réaction par rapport au shooting inspiration la façon dont tu l'as raconté. Voilà, pour moi, c'est semi-inspiration. C'est vraiment, c'est tant que tu le dis ou c'est le truc était un peu organisé, voilà. Mais comme on pourrait un peu organiser nos mariages aussi, tu vois. C'est ça. Sauf toi qui n'organise pas les choses et Non. mais on fera sûrement il faudrait que j'invite un jour un photographe ou une photographe qui s'est beaucoup basé là-dessus et qu'on puisse en discuter. Ça risque de faire un beau débat. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je regrette pas l'expérience. Je pense pas que j'en ferais beaucoup. Mais ne serait-ce que pour connaître un peu déjà les autres professionnels du milieu, ça, je trouvais ça super de voir un peu chacun notre vision du mariage. Et puis en plus, c'était en pleine période Covid, donc on s'est tous serré les coudes, même si on n'était pas du même. Avec les gestes barrières. Ouais, c'est ça. Justement, les coudes, ça devrait aller. Mais justement, pour s'entraider dans cet événement-là, même si on fait pas le même métier, quoi. Mais c'est vrai d'un point de vue juste d'un partenaire, c'est un des meilleurs moyens d'aller se lier avec d'autres partenaires, te lier avec un wedding planner, te lier avec un vidéaste, te lier avec fleuriste, coiffeur, tout ça, et de pouvoir après s'envoyer des clients et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est une très bonne manière d'aller chercher des partenaires. C'est vrai. Puis même à défaut de faire un partenariat business, je trouve aussi même psychologique de partager sur notre secteur d'activité, c'est intéressant, quoi. Tu te sens, ça revient beaucoup depuis le début. Tu te sens isolé dans ce métier ? Parfois, ouais, on va pas se mentir, hein, c'est quand même assez déroutant d'être constamment tout seul dans notre métier. Mais mine de rien, il y a quand même une grosse communauté au niveau des photographes, en tout cas sur Lyon, il y a quand même pas mal de monde. Mais ça reste un peu virtuel, c'est pas forcément on se fait un resto tous les trimestres entre collègues, entre guillemets. Enfin, peut-être que ça se fait par rapport à d'autres groupes, mais je trouve qu'il y a peut-être pas assez de contact physique, bon, peut-être avec le Covid aussi, hein, mais ça n'a pas aidé, mais ça reste derrière un écran, quoi. Ok, toi tu fais comment alors pour parce que moi c'est vrai que de mon côté je suis très solitaire, donc j'ai pas besoin en fait tu vois, puis j'ai mes élèves aussi avec qui je communique beaucoup et voilà, donc j'ai pas besoin d'aller tout le temps, enfin pas tout le temps, mais d'aller parler avec d'autres personnes, d'aller tout ça. Comment tu fais donc tu parles de rester virtuel et tout, comment tu fais pour discuter avec d'autres et créer ce lien? Le lien, déjà, c'est de prendre des nouvelles régulièrement, d'échanger sur des thématiques. Ça, c'est plus côté professionnel pour le coup. Et puis, bon, là, c'est vrai qu'avec le Covid, pour organiser des choses, des repas ou quoi, c'était un peu compliqué. Mais ouais, après, c'est de se faire une bouffe ou un apéro, et puis d'échanger, que ce soit perso ou pro, hein, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as créé ton petit groupe. Non, je suis pas très groupe, moi, j'avoue. Okay. Plus contact par-ci par-là. Après, il y a des collègues photographes femmes, pour le coup, qui avaient monté un groupe et puis qui, dernièrement, m'ont intégré au groupe. Donc, c'est vrai que ça fait aussi un gros support de soutien. Ça, c'est appréciable. Surtout que j'étais beaucoup en contact avec des photographes hommes. Donc, d'avoir aussi la vision de la femme photographe, c'était intéressant. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Surtout qu'il y en a beaucoup. Hein, donc, ouais, c'est vrai. On n'en parle pas forcément beaucoup. Après, alors, si on commence à aller sur le côté masculin, féminin, on n'est pas dans la merde. Mais oui, après, c'est vrai qu'on en entend on entend plus parler des mecs, peut-être qu'ils se mettent plus en avant aussi. Peut-être. Après, je le vois aussi par rapport au milieu de la nature, de la montagne et compagnie. Là, c'est hyper masculin, quoi, pour le coup. Ouais. Et c'est très rare. Enfin, c'est plus délicat de mettre en. Enfin, je le vois en tout cas. On met plus facilement en avant un photographe homme que femme dans ce milieu-là, quoi. Ok. T'as une raison là-dessus Non, je pense pas. Je sais pas du tout pourquoi. Ouais, c'est compliqué. Dans ce podcast, j'essaye d'accueillir autant d'hommes que de femmes, ce qui est pas évident, ce qui est pas totalement évident. Après, je vais pas non plus changer ma programmation juste pour avoir de la parité totale, parce que des fois il y aura plus d'hommes, des fois il y aura plus de femmes. Enfin voilà, c'est en fonction aussi des gens et tout, quoi. Mais c'est pas évident de trouver aussi j'ai l'impression qu'il faut forcer un petit peu plus les femmes à accepter de venir sur le podcast, d'accepter de se livrer et tout ça. Il y a un petit côté peut-être plus, je sais pas si c'est pudique ou
pas forcément... Enfin, je saurais pas dire trop quoi. Mais pourtant, il y a des choses tellement intéressantes. Enfin, tout le monde a des choses à partager, que ce soit homme ou femme, on s'en fout en fait, quoi. C'est juste tout le monde a des choses à partager, des visions des choses et tout, et des problématiques, des visions, enfin, c'est des solutions. Donc bon, on va pas partir sur ce truc-là parce que on n'a pas fini sinon. Voilà, on n'a pas fini et je sens que ça va faire bouillir quelques personnes. Eh bien, on va terminer ce podcast par les 3 questions de fin. Que je n'ai pas révisé. C'est pas grave. Freestyle, moi, toujours. Eh ben oui. On a parlé de technique, mais on n'a pas parlé matos. En mariage, quel est ton objectif favori? Focal? Oui. J'en ai 2. Bon, allez, vas-y. Le 35 et le 50. 35 et 50 que tu utilises en même temps ou j'ai toujours les deux boîtiers autour de moi. Okay. Enfin, j'ai un boîtier avec le 16-35 où j'utilise principalement à 35 et l'autre boîtier à 50 quoi, principalement. Un vrai 50 ou... Ouais. Ok. Donc oui, donc 16-35 quand même. Mais la plupart du temps je suis à 35 quoi. Et pourquoi tu prends pas un 35 ? Parce que ça me fait doublon et puis que c'est une optique que j'adore aussi, donc pour moi j'ai ça pas trop d'intérêt de racheter un 35 en plus quoi. D'accord. L'ouverture quand même, parce que sur le 16-35 il est moins ouvert que le 35. Ouais, mais à 35 mm je cherche pas forcément à avoir une ouverture de folie quoi. C'est plus en soirée où il y a peut-être besoin de plus de lumière et autres. Ouais, ou même quand en vin d'honneur, j'aime bien être dans le tas de la discussion et puis prendre des photos sur le vif où il n'y a pas forcément besoin d'être à grande ouverture quoi. Même si je le suis beaucoup, mais... C'est marrant que tu sois au 35 et au 50 parce que ce que je préconise souvent, pas que je préconise, c'est qu'il y a pour moi il y a 2 photographes. Il y a le photographe qui est en 24-50 et le photographe qui est en 35-85. Parce que pour moi le 35 et le 50 sont tellement proches en termes de focale que de ce qu'on voit vraiment dedans que je trouve que les deux font doublon. Comment toi tu gères le fait de... Enfin, comment tu gères ça ouais. Le 50, je vais plus l'utiliser pour du portrait, notamment pour la séance couple, pour des petits groupes, vraiment, ils sont 4, quoi. Les mariés, puis peut-être les frères et sœurs à côté, enfin des petits groupes. Et pour ce qui est de 16-35, c'est pour de l'action, quoi, plus pour le côté histoire dans la photo, pas du portrait, du plan plutôt global, quoi, entre guillemets. Donc ça voudrait dire que dans ta journée, tu fais majoritairement du 35 ? Ouais, principalement, ouais. Okay. En fait, avant, j'étais souvent pendant le cocktail avec le 135 ou le 85, mais j'étais pas assez dedans, quoi. J'étais pas assez proche pour comprendre ce qui se passe autour et anticiper sur d'autres photos. Donc, du coup, le fait d'être au 50, ça me permet quand même de faire des portraits, si besoin, un peu isolés, entre guillemets. Ouais. Mais je sais ce qui se passe juste à côté s'il y a une photo à faire plan plus large, quoi. Et pourquoi pas passer au 24-70 alors ? Pourquoi pas ? Non, c'est... comme tu... Non, je l'aime beaucoup, le 50 mm, j'avoue, donc okay. C'est un peu une base pour moi. Et juste savoir, t'es chez qui ? Canon. Ok. Donc 51.4 ? Ouais. Ok. Et 16-35 ? Canon aussi, le D8, ouais. D8, ok. Donc je sais plus, je suis plus Canon. Donc ouais, t'es chez qui ? Sony, toi, maintenant ? Ah non, m'insulte pas. Pardon. Nikon. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est peut-être pareil, hein, non, je rigole. C'est con ? Je m'en fiche, moi j'ai pas de... Le podcast devait être diffusé. Finalement, annulé. Ça, c'est bien les Lyonnais, hein. Ils sont hautains. Deuxième question, parmi tous les mariages que tu... T'as fait combien de mariages en tout ? Je sais pas, une cinquantaine, plus. Je sais pas, honnêtement, je compte pas trop. Mais... Bon, c'est à la louche. Ouais, hein. à peu près, quelque chose comme ça, 70 peut-être, je sais pas. Quel a été le meilleur moment que tu aies vécu ? Le mariage ou le meilleur moment d'un mariage ? C'est souvent la question difficile. Ouais, parce que déjà, il faut se rappeler tous les événements. Donc, oui, mais le premier qui te revient en tête. Il y a un mariage de l'année dernière, le premier mariage après premier confinement. Déjà, c'était peut-être 15 jours après la réautorisation des mariages, parce que ça a traîné un peu par rapport à la fin du confinement. Et les mariés, ils ont toujours tenu jusqu'au bout, ils voulaient vraiment maintenir et tout ça. Et puis, au final... je pense que le mariage en entier était un très très bon souvenir pour moi. C'était vraiment le mariage que j'aurais voulu faire tous les jours, quoi. Pourquoi ? Là, ils étaient super fun, c'était vraiment... c'était le mariage bien organisé, quand même calé, tout ça, mais vraiment en bonne franquette, pas de chichi, le marié et la mariée super déconnant. Il se passait toujours quelque chose, quoi, c'était non-stop, quoi. Mais un moment, j'ai demandé un moment du en mariage. particulier. Oh là là, c'est super. On n'est pas là non plus pour que ce soit facile.
Je dirais une des cérémonies qui m'a le plus émue de ma carrière. Ouais. C'était 2019. Ouais, si je dis pas de bêtises. Très émouvant parce que la mariée a des soucis de santé et donc forcément de voir toute l'émotion qui pouvait être autour de ça, de cet amour et de le combat de la santé et de la maladie, et que de voir que tous les proches présents étaient autant impliqués que les uns des autres pour la mariée et puis pour le mariage en lui-même. C'était très fort en émotion. Je me suis fait griller par tout le monde parce que j'ai pleuré, donc voilà. Et ça n'a pas été trop dur de faire des photos alors de que ce moment-là cette émotion? Si, un peu quand même. Hein. Comment t'as fait? Tu fais abstraction et tu shootes quand même. Je vois plus rien, mais je suis en train de pleurer, je vois plus rien. Je sais pas ce que je fais, mais je shoot quand même. Et dernière question. Donc, bon, tes débuts sont pas si éloignés que ça. Parce que, quand même, 6 ans, c'est pas rien non plus, mais quand même. Qu'est-ce que tu dirais à si tu pouvais, en fait, envoyer un message à ton toi d'il y a 6 ans maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah ouais, fonce, vas-y, quoi. Mais après, c'est ce que je me suis déjà dit quand j'ai démarré, quoi. Mais qu'est-ce que tu pourrais lui apporter avec l'expérience que je pourrais lui dire? De prendre confiance en soi et d'avoir confiance en ma valeur. Je dirais ça. Plus que ce que je l'avais à l'époque. De prendre conscience de ma valeur, peut-être. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci. Merci à toi pour tout ton parcours, pour avoir été comme ça sincère sur tout ton parcours. Est-ce que tu as une dernière chose sur laquelle on n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais parler? Est-ce que un sujet, comme je disais, je voulais chercher un peu l'équilibre entre vie perso et vie pro. Donc je pense qu'en ce moment, c'est mon optique, en tout cas, de réduire un peu le temps pro pour avoir un peu plus de temps perso, de retourner un peu plus en montagne, de galérer en montagne. Non, j'ai compris en Bretagne. Non, en montagne. En montagne. Oui. Oh, la Bretagne, c'est très sympa aussi. Oui, merci, oui, je sais. Je dis pas ça pour toi. Hein. Non, et puis pour tous ceux qui se questionnent aussi en ce moment sur leur parcours, de se faire confiance et puis s'ils ont envie de changer de parcours, qu'ils changent. Parce que, dans ce que tu dis, revenir en montagne, tout ça et tout, est-ce que tu as eu l'impression de te perdre à trop penser boulot, et donc de laisser de côté les choses qui te faisaient aimer la photo? Alors, ce qui me fait aimer la photo, ça, je me suis pas trop perdue. Mais c'est vrai que j'ai mis un gros coup de boost sur la partie pro et que j'ai diminué drastiquement la partie photo, nature, perso. En tout cas, c'est ce que je garde en termes perso. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt justement alléger la partie pro et de retrouver un petit peu plus de vie perso et de refaire des photos plus perso et avoir le temps de s'en occuper, surtout après coup, quoi. Oui, il y a de ça aussi. Ouais, parce qu'en faire, c'est facile, mais il faut les retravailler derrière. Je dis pas, j'ai des modèles qui attendent là depuis plus de 6 mois. Donc... Ouais, j'ai toujours mes photos de Nouvelle-Zélande, hein, ça va faire 3 ans déjà. Ah ouais, donc, quand même. Un petit coucou à la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Pour ceux si vous nous écoutez en podcast, j'ai ma tasse qui est Kiwi, New Zealand. Voilà. C'est ça, très beau pays. Exactement. Moi, je préférais l'Islande. Je l'ai pas encore fait, mais ouais, c'est dans les tuyaux. C'est aussi. différent. C'est très différent. C'est ça. Eh bien, merci Élise. Merci à toi surtout. Ou merci Église. Ouais. Merci les correcteurs orthographiques. C'est une private joke tout à l'heure. C'est ça. J'ai essayé de marquer Élise sur un texto et ça marquait Église à chaque fois. Voilà. Donc rendez votre téléphone intelligent et écrivez souvent Élise pour qu'il arrête d'écrire Église à la place. Des textos. Et donc, pour te retrouver, c'est sur quel site ça? Sur mon site web, donc EliseJulliard-6 photographie au pluriel.fr. Vous comprenez comment choisir une bonne URL, des fois c'est compliqué. Ouais, je sais. Ouais. Et puis sur Instagram principalement aussi. Ok, de toute façon les liens seront dans la description. Merci. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour la fin de ce podcast parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire et je te remercie pour c'est 1h40 en ma compagnie, donc en notre compagnie, parce qu'on est tous les milliers de personnes qui vont t'écouter là maintenant. Ça fout pas la pression là d'un coup. Oui, mais c'est bien, t'as de la chance, je te mets la pression après. Je te l'aurais dit au tout début, ça aurait été autre chose. C'est ça.
Merci beaucoup Élise de t'être déplacée dans mon bureau et d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était pas évident pour toi. Vous pouvez suivre Élise donc sur ses réseaux sociaux, sur son site, vous avez les liens dans la description. Et comme je vous le disais au début, vous pouvez vous former à shooter, à photographier des moments vrais. Donc j'ai une formation là-dessus, c'est une formation qui se passe en 7 jours. Vous cliquez directement sur le lien dans la description, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir directement un mail puis un autre mail les 6 jours suivants dans lequel je vous dirai comment photographier des moments vrais. Donc ce sera des vidéos, c'est un cours vidéo avec un exercice le dernier jour, avec des exercices le dernier jour à faire. C'est tout pour moi pour ce podcast. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast, à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, version YouTube. Et entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.